je suis en train de travailler, bébé, tu travailles trop. Boum, il y a déjà les bagages devant la maison et je suis comme ça en train de… Parce que la plupart des femmes en France, elles n'ont aucune ambition. Elles n'ont aucune ambition. Et quand elles sont avec un homme qui a de l'ambition, elles essaient de le rabaisser à leur niveau médiocre. Mais c'est pareil pour les hommes. Et donc du coup, tu dis, écoute, voici mon objectif. Si j'atteins cet objectif, on arrive à ça et on va avoir cette activité. Et donc du coup, elle aussi, elle est dans cette truc. Comment est-ce que je peux rendre la vie de mon mec beaucoup plus simple? Comment est-ce que je peux add value? Et comment je peux me mettre au petit sourire pour qu'il puisse réaliser son objectif? Et puis après, du coup, on va pouvoir kiffer ensemble. Salut à tous, bienvenue dans le podcast. On est avec Romain. Romain. Salut, j'espère que tu vas bien. Ah ben, attends, je vais recommencer, je n'étais pas dedans. Non, on va la garder. C'est naturel, on va chit-chat. Et donc Romain est une personne que j'ai rencontrée, je crois, il y a un an et demi, non? Tu es venu à Bali. Ouais, c'est ça. C'était qui? C'était Alex. C'était Axel qui nous avait introduit. Ouais, exactement. Ouais. C'était Axel qui nous avait mis en relation. Okay. Et on était parti manger dans un très bon restaurant, un petit restaurant qui est très cool. C'était au moment où il y avait qui? Théophile? Ouais, exactement. D'autres gars du… Ok, cool. Du coup, tu veux te présenter, dire ce que tu fais? Ouais, carrément. Quel âge tu as? Bah écoute, très simple. Donc, je m'appelle Romain Gazan, mon nom de famille. J'ai 28 ans. Ok. J'ai 28 ans, je suis dans le business en ligne maintenant depuis, ça va faire un petit peu plus de 3 ans et demi. Okay. Donc j'ai commencé initialement avec une agence marketing, donc, où en fait on a amené des services de marketing digital à des agences immobilières au début. Donc on a ciblé les agences dans l'ancien, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué d'amener des personnes qui souhaitent vendre un bien à des agences immobilières, donc un mandat en l'occurrence. Et on a commencé à chercher autre chose sur le marché de l'immobilier parce qu'on avait les codes, on savait comment fonctionner et puis comment marchaient aussi les agents immobiliers. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une niche intéressante à prendre dans la promotion immobilière, notamment avec les commercialisateurs d'immobilier neuf, parce qu'ils sont assez bien commissionnés sur des biens en vente en état futur d'achèvement, ce qu'on appelle la VFA. Donc on a commencé à non plus apporter des personnes qui vendaient un bien immobilier, mais apporter des leads, donc de personnes qui souhaitaient faire une primo-acquisition ou investir avec les dispositifs Pinel, etc. pour réduire leur imposition. Donc on a commencé à Tu sais quoi, c'est l'arbitrage en fait? En gros, c'est des personnes, par exemple, dans la profession libérale, des médecins, etc. Oui, tu fais de l'arbitrage, c'est-à-dire que tu achètes les leads et tu les revends plus cher. Ouais, en gros, c'est ça. Okay. On générait des campagnes, voilà, un petit peu sous forme le nom exact, je vais te dire, de régie, un peu sous forme de régie. Sauf qu'on personnalisait ça pour chaque entreprise. Donc on avait un funnel, une campagne, une méthodologie pour chaque entreprise. Et c'est ce qui nous permettait de prendre des tickets d'entrée assez intéressants parce qu'ils étaient contactés par beaucoup de régies, que ce soit des régies qui faisaient même ça, du panneau solaire, etc. Tu ne fais plus ça aujourd'hui? Non. Tu peux partager les chiffres un petit peu? C'est le premier business qui m'a permis de monter à 10 000 € par mois, le chiffre d'affaires. Ce qui est très intéressant, ce qui est très marrant, c'est que ça m'a pris à peu près 5-6 mois à monter à ce chiffre d'affaires-là. Ça a été très rapide parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, le Covid n'existait même pas. Ouais. Et il avait existé, mais… Voilà, c'était pas connu, il ne s'est pas passé toutes ces clowneries qui s'est passé. Et j'avais attaqué, c'était fin décembre 2019, en mars 2020, donc tout ferme, etc. De fin décembre à mars 2019, je n'avais pas fait de gros résultats, on ne peut pas dire pas de résultats. Il y a un passage dont je parle assez souvent, c'est que j'avais fait des milliers, dont la première fois 1000 appels à froid sans prendre un seul rendez-vous, sans signer un seul client. J'allais sur Le Bon Coin, tu as un onglet qui s'appelle Le Bon Coin Neuf et tu as en fait tous les numéros des promoteurs immobiliers. Je sais pas. Et en fait, je suis parti, j'ai dit ok, je les appelle tous. Ouais. Je les appelle tous, je prenais mon portable, j'appelais, etc. Et en fait, au bout de 1000 appels, de 1000 essais, j'ai rien eu, tu vois. J'ai rien eu, donc j'ai recommencé. Entre-temps, j'ai changé de nom d'entreprise pour rappeler les personnes que j'avais appelées qui m'avaient dit non. Donc j'ai recommencé, j'ai tout fait. J'ai réussi à signer mes premiers clients, pas grâce à ça, grâce au fait qu'en fait, quand tout a fermé, ces gens-là qui communiquaient avec des panneaux 4x3, avec des flyers, avec des choses très standards, classique, se sont retrouvés à ne plus avoir de marketing, à ne plus avoir de personnes qui étaient soumises à leur message. Et donc, il y a de ces personnes-là qui m'ont rappelé. Moi, j'ai rappelé aussi de ces personnes-là et je leur ai dit, là, comment vous faites? Vous avez des programmes à vendre, vous avez levé de l'argent, vous êtes en attente de chantier, il n'y a rien qui avance et vous ne faites pas rentrer d'argent.
Moi, je peux vous proposer quelque chose qui va faire que là, les gens sont chez eux, ils sont devant leur téléphone, ils sont devant leur ordinateur, ils vont voir vos publicités. Ouais. Et donc, là, ça a commencé à prendre. Du coup, tu faisais quoi? Tu faisais des Facebook Ads pour eux? Voilà, Facebook Ads, un peu de Google Ads, mais après, derrière, construction de funnel et tout. Mais c'était très artisanal. Oui. Sur la grosse partie, je faisais tout moi-même. Donc, c'est la meilleure manière de commencer. Ouais. J'étais en fait en freelance SMMA, tu vois. Ouais. Et je pars donc. Tu avais déjà fait de la Facebook Ads avant ou pas? Ou tu as appris en même temps? Non, j'ai appris en même temps. Ok, j'ai appris en même temps. J'ai menti sur les résultats. En fait, je mentais oui et non. J'avais mon beau-père qui avait une agence, immobilière en Guyane. Et donc, je l'avais conseillé. Je lui avais mis en place 2-3 petits trucs et tout. Mais c'était pas. Okay. Voilà, je n'avais pas payé. Enfin, il ne m'avait pas payé. Et comment tu te rémunérais sur ces. On prenait donc le budget pub et on prenait une com sur la vente et une installation sur le setup. Okay. Donc en fait, sur la vente du bien, on avait une commission qui nous était reversée parce qu'on avait identifié, en fait, en parlant avec ces personnes-là, que étant donné qu'eux étaient payés à la com, c'est compliqué pour eux de leur faire payer directement. C'est très compliqué pour eux de leur faire payer. Par contre, tu as un gros upside si tu acceptes. Ouais. Et du coup, c'est eux qui payaient les pubs ou c'était toi? C'est eux qui payaient les pubs. Oh cool, en fait, tu prends pas de risque. Ouais, c'est eux qui payaient les pubs, c'était simplement du temps investi et en plus, c'est payer le setup. Tu vois, donc on faisait des beaux setups parce que derrière, ben voilà, un agent immobilier qui vend un bien en VFA, c'est rapidement 15-20 000 euros de com. Ouais. Donc toi, si tu arrives à choper ne serait-ce que 5% jusqu'à 10%, c'est le plus haut qu'on a fait sur la vente de ce bien-là, donc sur la commission. En plus du setup, en plus du fee que tu prends. Ouais. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, pour être très honnête avec toi, j'ai des commissions de ces clients-là qui m'ont été payés en fin d'année dernière, tu vois. Ah. Donc c'est sur le setup que j'ai bien commencé à… La window ben, ça peut aller très vite. Okay. Ça peut aller très vite, comme ça peut quand tu es sur une fin de programme, que tout est construit, etc. et qu'il faut faire rentrer encore 20-25 clients, ça peut aller très vite. Mais quand tu es comme moi sur des programmes qui ont pris du retard parce qu'il y a des études de sol, etc. qui ont été faites, qui n'ont pas été bonnes, etc. Bah, des fois, tu es payé un an et demi après sur les ventes que tu as fait. D'où l'utilité de faire un setup et de faire de prendre des exactement. Chiffres. Et donc, je fais ce business-là, ça avance et plus j'avance, plus je me retrouve que en fait, je suis seul. Je travaille genre 15-16 heures par jour parce que je dois tout gérer. Je suis seul, j'ai 4-5 clients, mais ça me prend une charge de travail énorme. En plus des clients ponctuels sur des sites internet, des petits trucs comme ça, tu vois. Et je pète un plomb. Tu vois. Tu te rends compte je pète un plomb et ouais, je me rends compte qu'il faut créer une team. Je me rends compte que l'immobilier, c'est plus tellement le domaine qui m'attire parce que je ne matche pas avec les codes, etc. Et je trouve en fait dans la formation où j'étais, un gars qui était agent immobilier et qui veut monter une agence dans le même truc que moi. Et je me dis, ok, comment est-ce que je peux prendre un petit peu d'argent rapidement et relancer quelque chose? Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais une proposition à ce gars-là. Je lui dis, écoute, toi, tu es dans l'immobilier, tu connais les codes, tu as un gros réseau. Moi, je peux te permettre, si tu me payes, d'avoir un portefeuille client qui va te rapporter de l'argent, d'avoir des personnes avec qui tu peux travailler en échange d'une somme, tu vois. Et en fait, ce gars-là a récupéré, donc je lui ai revendu mon portefeuille client, mais pour une misère, pour 10 000 euros, tu vois. Ouais. J'ai revendu mon portefeuille client. C'est ce que j'appelle une culbute. Voilà. Il y a toujours des choses devant nous, mais si on ne les assemble pas correctement, pas dans le bon ordre, on a tous de l'or sous les pieds. C'est ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Le mec a mieux repris que moi parce qu'il avait les codes, il était agent immobilier. Donc il a plus leverage de la liste. Voilà, il était bien avancé et puis surtout, voilà, il connaissait le milieu. Donc, j'ai récupéré ces 10 000 euros-là. Je me suis séparé de ce business. Donc, on s'est entendu bien évidemment sur les commissions sur vente que j'avais fait avant, bien sûr. C'est moi qui les touche, mais pas lui. Et puis voilà, ça a plutôt bien avancé. Cool. Je me retrouve avec 10 000 euros sur mon compte. Et là, en fait, je crois que 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Tu vois. Je me rends compte que, en fait, riche, voilà, je suis riche. Genre, jeune millionnaire. Je suis Elon Musk, tu vois. J'ai 10 000 euros sur mon compte. J'avais jamais vu ça, tu vois. Ouais. Quand j'ai commencé, la première fois que j'ai acheté une formation, je me suis mis à découvert, tu vois. Ouais. Donc, et les mensualités de la formation passaient sur le découvert. Donc, les agios. Voilà. Donc, là, j'ai 10 000 euros sur mon compte et je veux tout faire, tu vois. Je commence à vouloir faire de l'e-commerce. Je prends un coaching. 5 000 balles pour apprendre littéralement la même chose que j'aurais appris dans une formation sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Donc, bon, je lance ça, dropshipping dégueulasse, en mode oui, je cherche mon produit winner, etc. En même pas 3 mois, je perds tout. Je perds tous les 10 000 euros, mais encore mieux que ça, je perds plus que 10 000 euros, je perds 15 000 balles. Donc, je me retrouve. Pourquoi? Parce que j'ai dépensé, en fait, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ok, j'ai le découvert. Tant que ça ne marche pas, j'y vais, tu vois. Je creusé la tombe. Et je me dis de toute façon,
ok, ça va marcher, tu vois. Et je me retrouve moins 5 000 € de découvert. Je me dis, ok, là, il faut peut-être faire quelque chose, tu vois. Peut-être commencer à se poser des questions, tu vois. Donc, je cut le drop et là, je me dis, ok, il faut que je fasse un truc, il faut que je relance une agence, il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Mais tu ne relances pas un business correctement quand tu as moins 5 000 sur ton compte, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que j'en parle avec fierté parce que je m'en suis bien sorti, mais je vais à ma banque et je demande un crédit conso, tu vois, pour m'en sortir. Je fais la même. Voilà. J'ai ma banque qui m'avance de l'argent, ils me font un crédit conso, etc. Combien? 7 000 balles. 7 000 balles, je me retrouve à avoir ce crédit conso, donc j'ai 2 000 balles devant moi. Je me rappellerai toute ma vie. Genre, quand j'ai reçu le virement, c'est bon, une bouffée d'air. Ok, ça va mieux. Mais les problèmes reviennent là. Voilà. Mais c'est momentané. Donc entre-temps, j'ai des amis avec qui voilà, j'avais fait du réseau dans l'e-com, avec qui voilà, j'avais partagé des bons moments quand je m'étais lancé dans le business, qui me permettent d'avoir accès à une opportunité dans le closing. Donc je me dis, ok, c'est ce que j'arrive à faire le mieux dans mon business. Je suis meilleur dans la vente que ce que je suis dans la delivery, tu vois. Donc c'était à l'époque où l'agence Media Stellar a été créée. Et c'est en gros une grosse agence de marketing d'influence en France qui avait bien pété à l'époque donc de l'e-com avec les influenceurs, Shona Event, etc. En fait, on closait, on sous-traitait avec eux. C'est qui la meuf là qui a eu un sacré bordel là, avec elle en ce moment là? Je crois que c'est Poupette. Non, c'est pas l'influenceuse, mais l'agence. Ah, Magali Berda. Elle a chargé elle. Ouais. Bouba, il a monté en air. Super cher. Ah, il a fait zéro cadeau. Il s'est fait déchirer. Ah, il a... Et du coup, bah ouais, c'est ce qui se passe et ce qui a mis pour moi c'est là que tout a commencé et que j'ai compris certaines choses que je devais comprendre dans le business, notamment l'importance du network. C'est que du coup, je vois le gars qui crée cette agence, donc en l'occurrence, c'était Vianney Merian et Nathan Sanaouja, qui mettent une story en mode on recrute un chef de projet sales sur cette agence, donc voilà, on va faire telle chose et tout. Je me dis de toute façon, je suis broke, j'ai plus rien. Autant que j'aille faire la chose que je fais le mieux. Perspicacité. Autant que j'aille faire la chose que je fais le mieux, je ne vais pas commencer à avoir des critères de ouf. Ouais. Si je peux faire de l'argent comme ça. Gueule et fais de l'argent. Voilà, tu vois. Ça, c'est le problème aussi de beaucoup de personnes. Ouais, je trouve, c'est un truc de ouf. En fait, c'est genre, oui, mais là, ça me va pas. Ouais, la formation n'est pas suffisamment bien parce que j'aurais bien aimé avoir ça. Mec, t'es pauvre. Ouais, arrête de te poser des questions. La vérité, c'est que t'es pauvre. La vérité, c'est que tu fermes ta gueule, tu t'assois et tu bosses. Ouais, va jobber. C'est ça, t'as pas le luxe de prendre des décisions. À cette époque-là, on m'aurait dit tu vas faire du porte-à-porte, j'aurais fait. Ouais, c'est ça. Et donc, je commence à bosser avec eux. Et pourquoi je parle de l'importance du network? C'est parce que quand j'ai vu cette story, je savais qu'en fait, il y allait avoir 150 pimpins qui allaient voir la lumière, qui allaient envoyer un message. Et donc, je demande à un ami à moi donc, qui s'appelle Alexandre Pérez. Ok, tu connais ces gars-là, tu es à Dubaï avec eux, s'il te plaît, link-moi avec eux. Ouais. Je te revaudrai ça, link-moi avec eux. Donc, ça se fait. Il me met en lien avec eux. Du coup, tu passes voilà. D'où l'importance des mises en relation. Voilà. C'est-à-dire que si tu es closer, ben c'est un cas parfait. Si tu es closer, si tu es setter et que tu te dis ok, je vais trouver mes infopreneurs par moi-même. En fait, les DM, évidemment, combien de followers il avait le gars qui a mis des centaines de milliers de followers? 50 ou 60 000 followers. 60 000 followers. Tu passes dans l'inbox, les gens ils t'oublient. Par contre, si on te dit ok, voici la connexion, là c'est différent. Tu arrives à un niveau où tu n'es pas égal à égal, mais quand même. C'est notre dynamique en fait. Donc j'arrive à avoir un entretien avec ces gars-là et je me dis ok, qu'est-ce que je vais leverage pour faire la différence, tu vois. Je parle du fait que j'ai eu un business et que voilà, j'ai fait telle chose, mais je leur dis aujourd'hui, voilà, ce qui fait la différence, c'est que moi j'ai fait 5 ans d'armée. Aujourd'hui, être rigoureux, être ponctuel, être organisé, c'est vrai. Je sais faire. C'est vrai, t'es arrivé à 8h40 alors qu'on avait le rendez-vous à 9h. Voilà. Et en fait, je mets tout ça en avant et j'ai vraiment leverage l'expérience militaire. C'est ce qui a marqué en fait. C'est ce qui marche. Les gars m'ont dit on t'a pris que pour ça. Ouais. En fait, c'est ce que ça renvoie. Et donc… un petit point. Comment… Parce que ça, c'est un truc que j'essaie d'enseigner à des personnes, aux personnes qui arrivent, c'est comment, par rapport à ton histoire, comment tu peux prendre 2 points et en faire ta value proposition. Okay. Comment est-ce que tu es différent de tout le monde? Plus tard, ça sera pour ta société, comment ta société est différente de tout le monde, mais surtout toi, d'un point de vue individuel,
comment est-ce que tu stand out et comment est-ce que tu… Déjà, il faut savoir ce que ton prospect veut entendre parce que là, la personne, l'entrepreneur que tu as en face de toi, c'est rien de plus qu'un prospect. Et ça, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à l'intégrer. Ils n'arrivent pas à intégrer qu'en fait, ton client, ce n'est pas les prospects que tu as au téléphone et que tu vas closer. Ton premier client, c'est l'entrepreneur que tu as en face de toi. Exactement. Et c'est lui que tu dois closer. Donc, quels sont ses besoins? Il y a beaucoup de clowns qui le sollicitent pour travailler avec lui. Il est conscient que recruter et virer une personne, ça coûte énormément de temps et d'argent. Ouais. Et donc, du coup, tu dois arriver et tu dois faire bam. Ouais, exactement. Et tu articules ton message et tu lui dis ce qu'il veut entendre en fait. Exactement. Et tu vois, tu parles de prospect, tu parles de vente, etc. J'ai fait exactement la même chose que je fais en appel de vente. J'ai dit au gars, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui vient chez vous? De la même manière que je demanderai à un prospect, OK, qu'est-ce que tu attends de notre programme et qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte? C'est la même chose au final, c'est le même jeu. Quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins et quelle est la deadline? Et voilà, comment est-ce que je peux y répondre, comment est-ce que je peux apporter? Donc c'est ce que je fais et je modèle du coup mon discours et ma façon de me présenter par rapport à ça. Et je commence à bosser avec ces gars-là. Et là, expérience incroyable, on crée l'agence, donc j'étais le premier sales de l'agence. On sort un premier mois de création, donc ils avaient un gros réseau, ils ont fait beaucoup de ripostes sur les réseaux et puis le drop à cette époque-là était encore au goût du jour. Une opportunité. Était encore une opportunité. Ouais, c'est ça, exactement. Surtout en influence avec Shona Event, etc. Et donc on fait un premier mois, je crois, un peu plus de 350K de chiffre d'affaires sur des campagnes d'influence marketing, c'est magnifique. Donc je fais ce premier mois avec eux, des très beaux résultats qui sont générés, qui me permettent de solder mon crédit déjà et d'avoir de l'argent devant moi. Ouais. Là, c'est deuxième bouffée d'air. C'est bon, ça va mieux. Puis si tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois. Voilà. Donc là, je commence à du coup avoir ce poste de sales, générer les commissions. On passe 7 mois ensemble. 7 mois incroyables. J'ai beaucoup encore une fois de gratitude envers Nathan et Vianney de m'avoir donné cette opportunité. On sort ensemble en termes de chiffre d'affaires généré 750 000 € en 7 mois, donc en sales. J'avais un peu de prospects qu'on m'envoyait, mais j'allais surtout chercher avec mon network, avec mes réseaux, etc., des clients. Donc finalement, des dropshippers, j'allais chercher tout. Ouais. Des dropshippers, des applications. Comment tu te faisais pour les scraper? J'étais un bourrin, aucune technique. Aucune technique. J'allais récupérer les numéros sur LinkedIn, j'allais contacter les applications, genre des applications de rencontres, etc., sur Instagram. En fait, tous les dropshippers que je voyais qui suivaient des pages de dropshipping, je leur envoyais tous un message. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec ton expérience d'automation et de setting? J'ai une petite idée, moi. Je pense que j'établirais déjà un plan plus concret parce que là, je mettais beaucoup d'énergie, tu vois, pour très peu de résultats, tu vois. Parce que, genre, j'allais sur les pages, par exemple, les comptes de Yomi, le compte de Lucas Biver, enfin, tous ces gars qui ont une audience de dropshippers et je prospectais tout le monde. J'envoyais 200-300 messages par jour. Pourquoi là, moi, je vois un truc, AdSpy, tu connais? Ouais. AdSpy, marché français, toutes les boutiques en français avec des CGV en français. Ouais, intéressant. Et je mettrai une date range où, voilà, dès qu'il y a des ads qui commencent à éclater, boum, je crois qu'ils ont une API, tu t'envoies sur un CRM et tu automates avec SMS et tu fous un setter dessus et qui appelle tout le monde. À cette époque-là, je n'avais pas ce réflexe-là. C'était vraiment en mode j'y vais, je passe à l'action. Une chose que j'ai fait, tu vois, et que je referai aujourd'hui, c'est je me suis dit, OK, c'est quoi le point commun à tous les dropshippers qui font un petit peu d'argent? Ils travaillent avec… ils ne s'envoient pas les commandes. Oui, ils n'envoient pas les commandes. Non, mais je réfléchis à ça et je me rends compte qu'en fait… Dénominateur commun. Et en fait, je me rends compte que c'est de ne pas passer par… Il ne paie pas à TVA. Je me rends compte que c'est de passer par un agent et plus de passer par AliExpress, tu vois. Donc en fait, je cible, OK, qui sont les agents qui fournissent le plus les dropshippers français. Donc j'en prends 2-3 et je leur dis, OK, on fait un partenariat à deux sens. Moi, dès que j'ai des dropshippers qui veulent un agent, je te les envoie. Merci, au revoir. Donc j'ai ma com sur ça, ce qui était intéressant. Et c'est lifetime en plus, c'est sur les ordres. Voilà, c'est super intéressant. Et moi, en échange, je te demande de m'envoyer ton Excel avec tous les numéros de tes clients francophones. Donc le gars, c'est une embrouille, mais c'est genre 3 semaines pour faire un Excel avec 10 000 numéros. Super. Et là, tu as compris que… Et là, tu niques des mères. C'est des mecs qui étaient mis en avant dans les formations de Yomi, Lucas Biver. C'est ces agents-là, tu vois. Ouais. En fait, là, c'est bon.
Là, le jeu était fini, tu vois. J'avais du travail pour 6 mois. Et en fait, mes journées, c'était que je passais des appels sur WhatsApp. J'appelais. Tu avais les adresses email? Ouais, j'avais tout. Tu n'as pas essayé de créer une custom audience sur Facebook et le retargeter en bourrin? Moi, j'aurais pris des custom audience, je les aurais envoyés sur du Facebook Ads, j'aurais mis ads agressives et au moins, bam, 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 les gars ils voient ton ads et après tu… Tu veux que je te dise que c'était ma vie à cette époque-là? Donc je suis parti très rapidement à Dubaï parce que je savais qu'il y avait des dropshippers intéressants là-bas. Donc je suis parti très rapidement à Dubaï. Je me suis enfermé dans un appartement. Je tournais à 8 double shakers de C4 par jour, double dose. C'est quoi du C4? C'est du pré-workout, tu sais. Oh shit. Plus du café. T'as pas fait d'arrêt cardiaque? Ah mais mec, au bout de 3 mois, j'ai fait un burn-out. Mais tu vois ce qui… En général… Je dormais 2 heures par nuit, tu vois. En général, je vois que c'est un truc qui revient assez souvent chez différentes personnes avec qui je parle. C'est qu'il y a des windows. Il y a des fenêtres de tir. Oui, tu peux pas faire ça sur le long terme. Oui, mais même en termes d'opportunités, il y a des fenêtres de tir. Il y a des trucs qui sont possibles uniquement dans une fenêtre de 30, 60, 90 jours. Et si tu te soit tu es là, soit tu es là, soit tu n'es pas là. Soit t'es pas là. Et sinon, en fait, ce genre d'opportunité, ça prend 3 à 4 ans à revenir. En fait. Je trouve que je peux clairement voir dans ma carrière qu'il y a des cycles. Il y a des moments où en fait, c'est tellement simple de faire de l'argent, tu as juste à le ramasser par terre. Et il y a des moments, c'est tellement dur de faire de l'argent. Même 20 €, personne ne te les donne. Mais là, à ce moment-là, c'était le drop. Pour moi, c'est les gens parlent beaucoup de 2018-2019, oui, parce que c'est là qu'on faisait de l'argent avec le drop. Mais pour moi, 2021, début 2021, c'était la plus belle époque du drop pour les agences. Ouais, non, parce que les infopreneurs ont explosé et donc du coup, ils envoyaient des spaghettis contre le mur et il y avait quelques-unes qui collaient, tu vois. C'était une folie. Donc, je dormais 2 heures par nuit. Je tournais au C4, je fumais à cette époque-là des clopes, je buvais du café. Et bon, tu imagines bien qu'au bout de 3 mois, j'ai fait un burn-out. J'essayais encore de garder un entraînement physique tous les jours. Donc le travail, le sport, plus pas de sommeil, bon, ça ne fait jamais bon ménage. Mais j'ai tiré beaucoup d'expérience et j'ai compris qu'en fait, il y a des moves à faire et des moves à ne pas faire. Et qu'il faut savoir s'arrêter à un certain moment et slow down, tu vois, avoir des périodes où, comme tu dis, des windows où tu vas charbonner à mort. Et des périodes où, ok, tu vas poser un peu plus la chose, tu vas recentrer, tu vas comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu vas supprimer ce qui ne marche pas, améliorer ce qui marche. Tu vois. Donc, j'étais à Dubaï donc pendant 3 mois. Très, très beau move. On faisait des mois à 100, 150K de closing comme ça, en call sortant, etc. Génial. Donc, assez donc, le closing ne fonctionne pas. Ça, c'est… Exactement. Tu as combien 10 et 20% de commission? Ça dépendait des produits. Ça dépendait de ce qu'on vendait, mais j'essayais de tout vendre. C'est-à-dire qu'un client qui partait en influence marketing, où j'avais le moins de commission parce que la marge était faible, je lui vendais une refonte de site. Tu vois, je lui vendais un client qui avait un peu plus d'argent, je lui vendais une refonte de site plus un shooting photo. Là, j'avais des coms intéressantes allant de 15 à 20%. Tu vois. Le client qui voulait s'expatrier, on pouvait le mettre en relation pour une LLC. Tu vois. Et en fait, c'était plein de trucs comme ça qui faisaient que sur un petit client où j'avais une com ridicule, derrière, j'arrivais avec l'écosystème qu'on avait à sortir de très très belles coms. Donc, du coup, on avance comme ça. J'arrive au mois de juin et je me dis, OK, là, c'est intéressant. J'ai fait mon expérience. J'ai vu ce que j'avais à voir dans ce domaine-là, mais ce n'est pas mon business. Ce n'est pas à moi. Et tu as ce complexe de l'entrepreneur qui revient. Je pense que tu vois ce que c'est. Tu vois la boîte, tu vois ce que tu peux améliorer, tu vois ce que tu peux faire de mieux, mais tu es bloqué parce que ce n'est pas ton business. Tu vois. Mais ça, c'est la faute de ton patron. Tu vois. Moi, j'ai des talents comme ça dans mon entreprise et je fais en sorte en fait, qu'ils soient intrapreneurs. Et donc en fait, tu leur dis, Cheyenne, d'autres personnes qui sont dans la boîte, tu leur dis, mec, regarde, tu as essayé un business, tu as fait 4, 5 000 euros, 10 000 euros. Par contre, tu sais les embrouilles qu'il y a, tu sais le problème qu'il y a. Et toute l'idée, c'est de trouver des gars qui ont déjà essayé des business, mais qui se sont rendus compte de la complexité de créer un business. Et surtout après, la complexité de créer une team. Bien sûr. Et donc du coup, soit en fait, tu fais marche seule et tu vas générer tes 3, 4, 5, peut-être 10 000 euros par mois, mais tu es solo, tu as 100% de responsabilité. Et travailler seul, c'est ultra compliqué. C'est pas tout le monde qui est fait pour construire une organisation. Ou versus, en fait, moi, il n'y a aucun salaire, il n'y a aucune personne dans la team qui a un revenu qui est bloqué. Plafonné. Je fais en sorte que tout le monde, genre, si mon head of product veut gagner 15 000 euros à la fin du mois, elle peut. Si
mon head of sales veut gagner 100 000 euros, il peut. Ouais. En fait, tout est clair, tout est outline et il y a des KPI et si tu hits tes KPI, fucking go. Ouais, ok. Et Hyper donc, intéressant ça. C'est comme ça que tu peux. Et en fait, c'est tout le but. Le but, t'es pas là, t'es pas un training center. T'es pas là pour former les gens et puis après qui se barrent. Ouais. J'ai personne qui part. Ouais. Non, ce qui a fait le départ, c'est la pression aussi, tu vois. Ouais, et tu crées quand même un écosystème. Et après, les gens, ils kiffent travailler ensemble, ils sont tous ensemble et tu crées un truc que tu peux pas recréer plus tard. Et après, ensuite, bah, tu bénéficies quand même de. Tout est beaucoup plus facile. Shaheen, par exemple, il n'a pas à s'occuper d'Atech, il n'a pas à s'occuper du marketing. Alors que si tu veux le faire, ouais, Facebook m'a bloqué, tout ça. Moi, j'ai pas ça. Ouais, du coup, je lui loue mon écosystème. Et il est payé proportionnellement au résultat qu'il apporte. C'est top. Ben, voilà, c'est, je pense peut-être effectivement l'erreur. Après, son erreur, pas la tienne. Les torts sont partagés parce que effectivement, j'ai trop poussé parce que tu sais ce que c'est quand tu es sales, tu as une certaine pression. On attend des chiffres, on attend des choses. Donc moi, j'ai poussé énormément. Il y a eu cet épisode de burn-out. Donc je passais de 100, 120 000 le mois d'avant à 40 000 de closing le mois d'après. Donc là, ok, j'ai dit bon, on prend une semaine, on va reset tout. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Mais si rien. le gars était bon, il a vu l'oseille que tu lui as fait, il t'aurait dit ok, là tu pars en burn-out, tu sais quoi, je t'augmente les commissions ou je te paye un peu plus, tu divises tes appels par 2, je te double les commissions par 2, prends du temps pour réfléchir et reviens. Et moi, il garde toujours un pied dans la porte. C'est ça le truc. Parce qu'un truc qu'il faut comprendre, c'est que, et ça j'en parle souvent, c'est facile de dire je fais 150 000 euros par mois quand tu as des clients à 10 000 euros. Ouais. Mais moi, mes clients, la valeur de base, ce n'était pas 10 000 euros. J'avais autant des clients à 500 euros de panier moyen que des clients à 2500 euros de panier moyen. C'était le client moyen que j'avais, on va dire, c'était 2500, entre 1500 et 2500 euros de dépenses. Et j'avais un ou deux gros par moment qui venaient gonfler le chiffre. Mais je faisais 150 000 euros avec des dizaines et des dizaines de clients. C'était tout ce que je pouvais prendre, je le prenais. Donc voilà, je stoppe. C'est bien, tu t'es donné. Voilà, je stoppe avec eux en très 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 bons termes. Je fais une passation avec un sales, je prends le temps de le former, etc. On part en très bons termes. Et là, je me dis, ok, maintenant j'ai des connaissances, des compétences que je veux leverage. Tu as un track record. Voilà, j'ai un track record. Je peux me permettre de dire que j'ai fait du chiffre, tu vois, parce que après ma première expérience, je ne me voyais pas partir dans le coaching parce que je ne me sentais pas legit. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est un truc dont on ne parle pas assez sur le marché. Mais il y a plein de gens qui ne réussissent pas dans le coaching parce que, un, ils ne se sentent pas legit et deux, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et pousser tout le monde au coaching. C'est ça le truc. Pousser tout le monde au coaching, comme certains le font. Oui, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est normal. Tu devrais l'avoir. C'est justifié encore heureux, en fait. Tu vois. Vous êtes tous des imposteurs. Encore heureux. Genre, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est les gars qui n'ont jamais eu de business, qui n'ont jamais fait de business et dont le premier business c'est être business coach, c'est des gens littéralement qui niquent des vies. Ouais. Tu vois. Ah oui, c'est parce que ils envoient les gens. En fait, ils sont business coach et ils forment des gens à être business coach de business coach. Alors qu'eux-mêmes n'ont jamais eu de business, tu vois, ou n'ont jamais été sales, n'ont jamais fait de choses. J'appelle un Ponzi. Voilà. C'est un Ponzi. Et les gars, ils sont dans un espèce de Ponzi bizarre. Et donc, je me sentais pas legit. Là, je fais cette expérience, je me sens plus legit. Et donc, j'ai compris une chose que j'avais moins compris la première fois que je me suis lancé, c'est OK, quels sont les leviers qu'on peut utiliser en termes de partenariat, en termes de marketing, quelles sont les choses les plus simples qu'on peut utiliser pour faire rentrer du cash dans une entreprise et faire fructifier le cash dans une entreprise. On crée un écosystème d'offres, etc. Je dis OK, je vais créer mon offre de coaching. J'ai identifié un secteur où il y avait une problématique, donc le secteur des freelances SMMA, duquel je venais. Et en fait, la problématique, c'est toujours la même. J'arrive pas à trouver de clients, j'arrive pas à closer. Ça, c'est la problématique de surface. Mais la problématique profonde, c'est que les gars, ils ont une offre de merde. Ils vont taper les agences immobilières le matin et les salles de sport l'après-midi. Donc, en fait, c'était super simple. Genre, je vais voir ces gars-là, je crée avec eux leur écosystème d'offres, leur système de délivrabilité. Est-ce qu'on peut parler des offres? Parce qu'en fait, leur création d'équipe. Le problème avec certains entrepreneurs viennent nous voir et en fait, ils disent ouais, mais l'offre, je sais la faire. Ils n'ont pas compris. Tu vois, Sangoku, quand il va voir Tortue Géniale, il lui fait porter la carapace et il lui fait courir comme ça avec Krillin. Il fait le tour de l'île et pendant des jours et il ne comprend pas pourquoi. Et c'est la base. C'est la base, porter la carapace. Si tu ne sais pas faire un truc de base qui est avoir un avatar client,
Mec, où tu vas? Et après, ils te disent oui, mais non, mais moi je suis entrepreneur, je fais 50 000 euros par mois. Et après, quand tu regardes, c'est du cash collecté. C'est la contract value, le cash collecté, c'est 1 800 euros. Et après, quand tu lui dis que c'est une offre à 5 000 euros, plus de son, plus d'images, finalement, j'attends de faire l'argent avec du CPF. Tous des chèvres. C'est fatigant. C'est fatigant. Ils ne savent pas où ils vont. Et donc, du coup, l'importance d'avoir un avatar client, c'est la base, évidemment, c'est la base. Ben, on en revient à une chose, tu vois, tu l'as dit, et moi je pense que ça marque quelque chose d'important, c'est le manque d'humilité. En fait, déjà, savoir créer une offre, ça commence par être humble. Tu vois, sois humble dans tes capacités, sois humble dans les choses que tu peux apporter, et sois humble face à ton marché. Écoute-le, comprends ce qu'il demande. Moi, j'ai vu des gars véridiques que je coachais, ils me disaient, ok, mais moi j'ai une agence marketing, j'aide les agences immobilières à avoir plus de clients. Je regarde ça, je dis, quoi? T'as dit quoi? Avoir plus de clients? Mais c'est des agences SMA. Le mec, il me dit, ouais, j'ai une agence SMA, j'aide les agences immobilières avec le marketing digital à avoir plus de clients. Je dis, quoi? Mais une agence immobilière, elle veut pas avoir plus de clients. Elle veut avoir plus de personnes qui leur mettent des biens listés en vente pour avoir un mandat. Et là, plus de son, plus d'image. Je dis, mais du coup, tu n'as pas de clients? Ah ben non. Ben, c'est normal, en fait. Tu vends quelque chose à la bonne personne, tu vends la mauvaise chose à la bonne personne. Pareil, il y a tellement de gens sur le marché. Par exemple, j'ai un client actuel. D'où ça vient? Je crois qu'ils ne sont pas ancrés, en fait. Ils n'ont jamais parlé à leurs clients, en fait. Ils n'ont jamais parlé à leurs clients. Ils vendent ce qu'ils ont envie de vendre et pas ce qu'il faut vendre. Et mais ça revient au point du gars là qui te disait, dont on parlait plus tôt. C'est par exemple pareil par rapport au gars qui dit oui, mais non, mais moi je vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Mec, t'es broke, tu fermes ta gueule. Et c'est pareil pour l'infopreneur ou l'entrepreneur. Je suis pas aligné. Ouais. Je suis pas aligné. Mais… Attends, là tu rebondis sur ma conversation. Tu sais, je suis pas aligné. Tu vas raconter cette histoire ou pas? Non mais… Je crois que j'ai les screenshots. Je suis pas aligné. Tu vas la sortir cette histoire, elle était rigolote. Non mais… Tu vois, je ne suis pas aligné avec telle ou telle chose. Mais en fait, on s'en bat les couilles que tu sois aligné. Arrête avec cette fausse, comment on dit déjà cette suffisance, cette vanité. Genre aligné, genre chakra, genre toi c'est vraiment important. Tu es le pire scammer, ton produit est inutile, personne ne veut ton produit. Tu parles aligné, tu es éclaté. T'es éclaté, c'est cette fausse… Non, c'est pas de la modestie, c'est une fausse… c'est vraiment pas genuine, c'est le mot que j'irais en français. C'est vraiment pas du tout authentique. C'est le genre de mot utilisé, genre aligné. Quel truc de chaman, sarouel, qui fume des roulés. Je suis pas… qui se brûle les doigts. C'est aligné. Déroulé au carton. Ce fils de pute. C'est Aliska. C'est aligné, authentique. C'est tous ces mots, en fait, c'est des buzz mots pour juste te dire, ok, c'est que des mots sortis par des personnes qui vont… éthique. C'est quand tu as éthique, aligné, tu as ce genre de truc, fuis parce que ces gens-là… Le closing éthique. Ouais, le closing éthique. Et pourquoi c'est pas censé être éthique, tu vois? Non, mais c'est parce que c'est dans sa tête, en fait, il est parti. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait ce travail. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que pour lui, il est encore dans ce débat de l'influence, la manipulation, c'est forcément du coup négatif, à connotation négative, tu vois. Et donc, du coup, comment tu peux être coach? En fait, c'est du marketing. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un gars qui a sorti une connerie qui a complètement éclaté des gars à Dubaï qui font du sales management. Et Florian, je crois, m'a piné. Il y en a un qui a fait une story sur eux récemment. Ah ouais? Il les a découpés. Ah ouais, il les a découpés. Il les a découpés parce que il a une formation de closing aussi. Franchement, mec très carré. Bon, on peut dire son nom, Julien Voinson. Très carré, tu vois. Très bon gars. C'était l'ancien head of sales de David Laroche. Franchement, c'est avec toi. C'est quoi le nom de la boîte? Bonne question au niveau closing, je ne sais pas du tout. Okay. Mais en francophonie, avec toi, c'est un des seuls que je respecte sur le closing, tu vois. C'est un mec de 30 ans, il est carré, il est procédurier, très bon dans ce qu'il fait. Et ces gars-là sont venus le DM en lui disant « Ouais, mec, il y a les gars de ta formation qui se plaignent de ne pas avoir de placement, qui disent que ta formation elle est éclatée et tout. Viens avec nous, on va placer tes mecs. » Mais le gars, il forme très peu de personnes, tu vois. Il ne fait pas un gros volume, tu vois. Il dit, genre, c'est pas possible.
Donc les mecs viennent me voir, me dire que ma formation c'est de la merde pour que j'envoie mes mecs chez eux dans leur pôle vente. En échange, bien sûr, d'argent, tu vois. Donc il les a découpés. On m'a proposé des deals comme ça. Et j'ai dit en gros, je sais pas qui accepte ce genre de deal comme ça. Mais en gros, c'est des gros fils de pute. Parce que si jamais tu vends une formation de closing et que tu après envoies ça à une autre formation de closing pour faire la mise en relation, je pense qu'il faut que tu t'arrêtes 2 minutes, que tu revoies ton produit. Parce que si tu as promis de faire des mises en relation avec des entreprises et que les personnes, après avoir payé ta formation 1000, 2000, 3000, 5000 euros, doivent payer une autre formation pour être mis en relation. Mais ça s'arrête quand le bordel? Soit tu promets, soit tu promets pas. C'est une arnaque. Donc soit tu fais ce que tu dis. Tu vends un infoproduit à 1000 balles et tu dis qu'il n'y a pas de mise en relation. C'est OK. Soit tu vends un service complet. Exactement. Et on revient encore à l'offre. Et tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Là, j'ai un client. C'est rigolo que tu dis ça parce que j'étais approché. Mais je crois qu'en fait, ils sortent ça à tout le monde. Oui, c'est toujours la même approche, tu vois. Ouais. Et en fait, toi, quand tu sais que tu as un bon produit, quand tu sais que tu te lèves le matin, que tu te casses le cul pour ça et qu'en fait, tu as des trous de balles à Dubaï qui ne payent pas la TVA et qui se prennent pour des cadors avec des voitures de location, tu vois, qui viennent te dire ça, bah, moi, je peux comprendre que les mecs, ça les énerve, tu vois. Ouais. Du coup, il les a montés en l'air Ah, il les a montés en l'air en story. Il les a pas cités, mais il les a montés en l'air en story. Il a expliqué de toute façon que tout le marché sait à quel point ils font de la merde. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, c'est la réalité. Et à mon avis, la vérité sort toujours au bout du jour. En fait, je sais pas si… Enfin, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que l'une des règles, c'est de ne jamais parler en mal de tes compétiteurs. Ça, c'est l'une des règles de base. Quand ils le sont. Exactement. Quand ils le sont. Mais du coup… mais même, je ne suis pas là pour ça. Mais de base, il y a un truc… ce genre de choses finissent toujours par émerger. Et c'est vraiment dur. C'est pas à nous de nous en occuper. Hein? Mais c'est dur de cacher ça. Et au final, c'est beaucoup plus facile de créer un bon produit, les gars. Ben, effectivement, tu vois, c'est la réflexion que j'avais avec ma femme la dernière fois. J'en parlais, je disais, mais les gars… T'es marié? Non. Ok. J'appelle ma femme parce que ça va arriver. Ouais. Mais c'est la réflexion que j'avais. Je disais, mais putain, les gars, je ne parle pas d'eux en l'occurrence, mais je parle en général. Tu as des gars sur le marché qui scamment. Donc, l'énergie que ça demande de scam et je ne vais pas dire la charge mentale parce que c'est un mot d'aligné, mais je vais dire le poids que ça te prend au niveau cerveau. Je ne pense pas qu'ils s'en rendent compte. Je pense qu'ils pensent que leur produit est génial. Regarde. Shane, tu leur parles, non Au niveau… Ils n'ont pas les critères pour établir une offre. En fait, c'est comme s'ils avaient des avancées. En fait, ils savent pas qu'ils n'ont pas des métriques claires pour mesurer leurs produits. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans tous les process… Mais le gars qui scam, il s'en bat les couilles de ça. Ah, okay. Le gars qui arnaque, par exemple, qui va, comme ça s'est fait en dropshipping, qui va vendre du coaching et derrière qui ne va jamais délivrer. Ça bat les couilles de ça. Je pense que ces genres de scammers qui n'envoient pas les liens, qui n'envoient pas les commandes, je pense que c'est quand même une minorité. Mais moi, je parle des scams de personnes qui envoient vraiment le lien du coaching, qui envoient les accès, mais c'est vide de sens. Genre, il n'y a pas… Genre, et après, il leur dit oui, mais si tu ne mets pas en place le processus, c'est normal que tu échoues. Sauf que ton processus est flingué. Ouais, il est éclaté. Il est éclaté. Donc, du coup, les gens ne réussissent pas. Et donc, du coup, tout ça là, parce que là, les gars qui n'envoient pas les commandes, ils vont en prison. En tout cas, un jour ou l'autre. Voilà. Mais les gars qui ont des produits qui ne sont pas suffisamment développés et pas bulletproof, ça, c'est quand même 40% du marché, tu vois. Ouais. Mais tu vois, moi, ce que j'ai dit à ma femme, c'est vraiment genre les scammers purs et durs, les mecs, les vrais génies du mal qui font beaucoup d'argent avec le scam et tout. Je me dis, mais putain, le poids que ça prend. Parce que tu as des gars, par exemple, qui rachètent des centaines de Stripe et qui rebillent, tu vois. L'organisation. Tu veux parler de l'arnaque là? L'organisation. Tu veux décrire l'arnaque? Bah, en gros, ces gars-là rachètent des Stripe d'anciennes boutiques e-commerce. Stripe, c'est un peu voilà, des processeurs de paiement. Ouais. Donc avec des informations de carte bancaire, donc c'est de l'arnaque à la carte bancaire. Là c'est 4 à 6 ans de prison. Ouais. Et ces gars, du coup, rachètent ces processeurs de paiement-là avec toutes les informations clients. Donc ils les rachètent assez cher parfois, parce que tu as des bases clients de, des fois, 20-30 000 personnes qui vont rebill à hauteur de 1 euro. En mettant libellé, parce qu'étant donné Netflix, par exemple. Étant donné que tu as mis ta fingerprint, ta carte bleue fingerprint, donc ton empreinte digitale de carte bleue, je peux rebill toutes les personnes qui ont acheté 1000 euros, 10 000 euros, 1 euro. Évidemment, tu fais ça, tu vas en prison. Okay, ah ben, et ça, les gars, c'est Interpol. C'est pas
Ah non, mais là, oui. C'est pas, on n'est plus sur du. C'est pas la municipale de Bandol. Non, non. C'est du pénal. Et il y a des gars qui se sont fait sauter. Ils étaient à Dubaï. C'était des Français. Ils se sont fait sauter par comment ça s'appelle le GIGN à Dubaï. Ah non, mais là, c'est. Extradé et. Non, mais des trucs comme ça. Et en fait, faut être fou, quoi. Et en fait, ce que je me dis, c'est atteindre ce niveau, parce que c'est une organisation quand même. Tu dois blanchir l'argent, tu dois faire plein de choses. Mais donc là, en fait, tu tombes pour ça, tu tombes pour blanchiment d'argent, pour crime en bande organisée. Là, tu vois plus la lumière pendant 12 ans. Les gars, ils reveal, par exemple, genre 50 000 personnes par mois, 1 euro Netflix. Tu vois, génie du mal. Mais les mecs, ils font ça sur. Ils ont 150 comptes, ça doit s'organiser, l'argent doit passer à gauche, à droite, machin et tout. Du coup, c'est vraiment. Comment tu récupères l'argent, après tu fais quoi? J'ai vraiment. Tu l'envoies en USDT, tu achètes 2 Patek, tu vas à Singapour, tu les revends? C'est une dinguerie. J'ai étudié le circuit de comment ça se passait. Parce qu'il y avait un gars qui revendait des montres de luxe volées qui faisait ça. Ou acheter des timbres. Les timbres, c'est. T'as des petits timbres à 5 000 euros. Un gars qui s'est fait sauter, tu vois. Et ils ont retracé son parcours. Et en fait, ce gars-là qui vendait des montres de luxe, j'ai un de mes clients qui lui a acheté en fait ces montres de luxe-là. C'est ok pour lui, il n'y a pas de problème. Voilà, pour lui c'était ok, mais le gars était revendeur de montres de luxe, mais en fait, c'est comme ça qu'il faisait tout son cash, tu vois. Oh, okay. Et en fait, il blanchissait avec les montres, avec machin, tu vois. Ce gars-là s'est fait péter, donc son parcours a été retracé et tout. Génie du mal, mais une organisation, en fait, pour faire le même résultat et gagner le même argent, tu montes. N'importe quelle boîte, tu es solide. Alors, ouais, peut-être que tu vas gagner, allez, on va parler grand, 50 000 euros de moins. Mais quand tu te couches le soir, t'as pas peur de te faire sauter le lendemain matin? Mais c'est même pas. Oublions le pénal. Ok, ça c'est toi qui vois, tu as des bons avocats, tu mets des shareholders qui own la boîte, c'est eux qui tombent. Bon, bref, je pense qu'il y a quand même des manières de se protéger en faisant ça. Mais t'es un putain de fils de pute, quoi. Ouais. Tu niques. Mais les gens se disent que parce que c'est 1 euro, c'est pas grave. Ah. Tu vois. Mais dans tous les cas, je suis sûr que Hitler, il avait des. Tu vois, ouais, non, mais c'est sûr. Il avait des stories, quoi. C'est sûr. Parce que tu peux pas te réveiller, te regarder dans le miroir et dire en fait, toi, je suis un fils de pute, cracher sur ton miroir et aller enfiler ton peignoir et faire ta journée de travail. Ce que les gens ne se rendent pas compte, surtout en France, c'est que beaucoup de personnes qui suivent sur Instagram, leurs gourous, les personnes qui les adulent le plus, font du rebill. Ah, ça, je sais pas. Donc, effectivement, pour moi, c'est tellement complexe, ça demande tellement de travail de créer un scam. Mais cette énergie pour créer quelque chose de bien, tu vois, tant qu'à faire. Ouais. Donc ouais, pour revenir à la partie offre, qui est pour moi le plus gros. Tu vends de la drogue, en fait, je crois. Non? Légalement, je sais pas mieux. Vendre de la drogue plutôt que faire ce genre de truc. Parce que des délits financiers comme ça. Non, je pense que c'est moins pénalisé que la drogue. La drogue, tu tues des gens. Tu peux tuer des gens. Ouais, je parle d'un point de vue légal. Mais ça alimente, en France. Ça alimente les gars, ils dealent en France, ils n'ont rien. Donc, à Dubaï, par contre, c'est peine de mort, tu vois. Donc ouais, si tu es à Dubaï, c'est… Peut mieux faire. Ouais, c'est chaud, tu vois. Les gars… De toute façon, arnaque financière à Dubaï aussi, c'est prison à vie maintenant. Donc, et peine de mort aussi. Donc, non, c'est chaud. Et du coup, effectivement, pour moi, on en revient au problème de base, c'est l'offre. Et comme je t'expliquais, j'ai un client avec qui je travaille. Lui, il a une agence dans l'habitat. Donc, il entretient en fait les bases des commerciaux dans l'habitat. Donc, il leur apporte des leads, etc. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est OK, on a fait le point, on a vu que toutes les agences sur le marché faisaient la même chose. Donc, ils faisaient de la lead gen et ils apportaient des leads froids à des commerciaux dans l'habitat. Il a dit, OK, comment est-ce que je vais créer un autre système? Je peux avoir donné une idée avant que tu me dises ce que tu ferais, ce qu'il a fait? Vas-y. Je mettrais mon pôle qui filtre en amont et qui peut revendre les leads 3 fois plus cher. Exactement. Ouais. Exactement. Il est parti en fait sur un système où il génère les leads, il a ses setters qui les appellent, qui les qualifient et qui les revendent aux entreprises. Au plus ou moins, et il peut les vendre au plus offrant. Et plutôt parce que de générer… tu peux avoir un système de bid et de personnes. Combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour le moment, il fait entreprise par entreprise, tu vois. Mais là où il vendait un lead à 20 balles à l'époque, bah, il vend le rendez-vous aujourd'hui en physique à 150 balles. Tu vois. Derrière, c'est des paniers moyens à 5, 10 000 euros. C'est de la rénovation, donc ça va vite. Tu vois. Et en fait, le gars, il a doublé son chiffre avec ça. Tu vois. Il a doublé son chiffre. Bon, il a doublé son chiffre d'affaires, mais il a plus de management debt parce qu'il doit recruter des setters, il a d'autres problèmes. Et donc, du coup, c'est que ça. Juste une offre plus adaptée et une offre ultra concurrentielle. Mais c'est ultra concurrentiel. Pourquoi personne ne fait ça? Parce qu'il y a beaucoup trop de complications à recruter, à maintenir, à manager. Ouais, mais le facile, ça ne paye pas.
Évidemment. Voilà. Tu me dis pas ça, moi. Non, mais je sais bien. Je te dis ça justement pour parce un que tout complexe. Je te dis ça justement parce que tu sais, pour moi, la réalité, c'est que le facile, ça paye pas. Et créer une offre. Mais tout le monde veut facile et rapide. Voilà. Tout le monde veut facile et rapide, mais. Et pas cher. Mais ça peut pas marcher facile, comme ça. rapide et pas cher. Et éligible au CPF. Et gratuit. Ouais. C'est rapide, facile, pas cher et gratuit. Ouais. En même temps, ils veulent un combo entre rapide et gratuit et pas cher. Bah, le combo gratuit, et dissonance cognitive. Le combo gratuit et pas cher, c'est le CPF, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, non, c'est effectivement pour Mais là, moi tu le vois, gros je crois qu'ils problème. ont vraiment durci le vice avec le CPF et tu as des entrepreneurs qui galèrent de plus en plus. Moi, Alors, je rêve du moment où, quand le CPF ne fonctionnera plus, ou que ça deviendra véritablement une difficulté de faire passer un CPF, là, tu vas avoir beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont dire au fait, Isma, c'était quoi le truc que tu disais dernière fois? Ah oui, l'offre. Parce que tu n'as pas vraiment besoin d'offre lorsque tu veux un truc en CPF. Bah, c'est quelque chose qui a changé mon business aujourd'hui sur le management d'équipe commerciale et tout. C'est ce qui est en train d'arriver. Là, j'ai un client avec qui on a démarré en janvier. J'avais travaillé avec lui 1 an à l'avance. C'était très bien passé, mais c'était désorganisé son truc. Ouais. Il sous-traitait des dizaines d'équipes et tout. Je dis, bon, on ne peut pas continuer comme ça. Et là, aujourd'hui, il a bien organisé son truc. Il a pignon sur rue en France, etc. Et c'est un OF très sérieux. Comme je te dis, ils font du bilan de compétences et tout. Et en fait, il est venu vers moi parce que ses perfs commerciales ont baissé énormément parce que maintenant, tu as un truc qui s'appelle l'identité numérique. Et ça a été fait. En fait, c'est une forme de France Connect. Okay. Qui a été fait pour éviter les impôts, ça, non? Voilà, ça a été fait pour éviter les usurpations d'identité. Parce qu'il y a eu des grosses scams de fils de pute sur le CPF. Hein. Voilà, sauf que c'est un process où les gens doivent aller sur le site de la Poste, créer leur identité, prendre une photo avec leur carte d'identité comme ça, et tu vois, ça permet d'authentifier. Voilà. Et en fait, avec ça, l'État français a réussi à endiguer toute cette vague d'arnaques, tu vois. Parce que ça a duré depuis trop longtemps. Parce que c'est un gros engagement aux gens. Et moi, du coup, ça a dopé mon business. T'as vu la vidéo de Babor sur Michigan par rapport à ça? Ouais, je l'ai vu. Ah, il a monté un air aussi sur ça. Bah, tu vois, très honnêtement, je pense que Michigan s'est fait monter en l'air, c'est pas pour rien, tu vois. Ouais. Et que ça faisait un moment qu'il devait se faire monter en l'air. Après, ils l'ont foutu sur TF1. Ouais, ils l'ont foutu sur. Tu vois, très honnêtement, moi, c'est pas quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur parce qu'il a apporté une chose très mauvaise au closing en francophonie, une consonance très mauvaise au closing en francophonie. Et je trouve que celui qui a fait le smart move, c'est son associé de l'époque qui s'est dissocié de lui et qui a son business aujourd'hui. Et à qui je peux apporter du respect parce que c'est un vrai businessman. Tu vois, c'est quelqu'un quand même qui cherche à faire avancer quelque chose, tu vois. Alors que Michigan… Après, c'est dur, il va devoir pas d'un moment avant de vraiment se dissocier. Ouais, parce que revenir d'un truc comme ça… C'est normal. Mais ouais, ce truc d'identité numérique, ça a dopé mon business parce qu'on est passé d'une réalité où le CPF n'avait pas besoin de process de vente, c'était trop facile de closer quelqu'un. C'était pas du closing, c'était de la préparation de commande. Voilà. La caisse enregistreuse. Lidl. C'était Lidl, c'était la caissière, ok, tac, tac, ok, 3 000 €. Et puis en plus, si tu veux refaire quelqu'un, tu peux prendre, demande à ta famille. Ah, c'était une espèce de Ponzi, les gars. Ils ont, et en plus, je crois qu'ils se sont fait défoncer, ils ont même pas été payés. Et donc là, maintenant que tu as des besoins, des vrais besoins sales, même avec le CPF, ben c'est là où tu as des gars smart qui peuvent intervenir et faire des choses. Parce que le mec qui fait son identité numérique, si c'est un PNJ, que le mec il vient du niveau 0 du business sur Terre, il s'en bat les couilles de faire son identité numérique, il doit regarder les ch'tis à Mykonos, il doit jouer à FIFA, il doit jouer à Fortnite. Il doit bloquer des ronds-points, avec son gilet jaune. L'identité numérique, ce n'est pas sa priorité. Donc en fait, derrière, tu as des process intéressants à mettre en place. Faire signer un contrat, engager la personne, faire en sorte que tu parlais d'influence et manipulation tout à l'heure, ce principe d'engagement et de cohérence. Ok, je me suis engagé dans un process, j'ai eu accès à un espace membre préliminaire qui me permet donc d'avancer. Il faut que je fasse mon identité numérique. Tout ça, c'est des process qui sont mis en place. Et en fait, pour moi, à chaque fois que tu as une problématique, si tu n'es pas trop con, tu as une solution à apporter. Tu vois. Maintenant, à toi de vouloir apporter une solution. Donc, oui, le CPF, pour moi, c'est une bonne chose que ça a été que les pendules aient été remises à l'heure, tu vois. Parce que je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Ben, pour le moment, c'est ce qui est prévu, que ça a vraiment remis les pendules à l'heure. Okay. Ils ont économisé
millions et des millions d'arnaques grâce à ça. Parce que pendant un moment, ils parlaient même de faire en sorte que les gens investissent leurs fonds propres pour avoir accès au CPF. Donc, bienvenue en France, tu cotises pour la formation, mais tu dois investir tes fonds propres. Ouais, je comprends l'idée voilà, quand même. Je comprends l'idée aussi. Beaucoup trop la fiesta. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça pour le moment, ils l'ont mis en pause et ils ont gardé le truc d'identité. Ben, voilà, pour le moment, ils l'ont mis en pause et ils ont gardé cette identité numérique et ça marche plutôt bien pour eux. Donc voilà. Mais c'est sûr que si aujourd'hui ton track record en tant que closer comme beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber parce que l'État il fonctionne comme ça. Il n'est pas real time. L'État français il paye et il demande après. Et du coup, il y en a qui ont fait des dingueries il y a 12, 24, 36 mois et tu vas avoir des. Tu vois, moi je vais dire quelque chose qui me dérange et ça n'engage que moi. Et tu vois, j'ai des personnes autour de moi que je connais et qui le font, mais voilà, moi je ne partage pas cette vision des choses. Et si, tu vois, moi je suis fiscalisé en France. Pour le moment, je reste en France, etc. Je paye mes impôts en France, etc. J'ai donc la capacité de facturer le CPF sur des business. Maintenant, ce n'est pas quelque chose que je mets en avant et ce n'est pas quelque chose que je veux faire, tu vois. Tu le mets dans ton ads. Voilà, c'est vraiment le dernier recours. C'est d'ailleurs interdit de le mettre dans les ads, non? Ouais, c'est interdit. Et je vois des ads tout le temps. Voilà. CPF directement dans les ads. Tu peux pas faire ça, c'est pas interdit. C'est une facilité de paiement et c'est pas comment ça s'appelle, c'est pas un avantage compétitif. Voilà. Et je trouve qu'à chaque fois que l'État essaie de foutre son nez avec des subventions comme ça, ben ça rend le marché moins compétitif. Quel est ton objectif? Ton objectif, c'est qu'il y ait une pyramide comme ça, tu es les personnes les moins compétitives qui font le moins d'argent et tu es les personnes de top qui sont plus compétitives, qui ont le meilleur produit et qui ont les meilleurs process, qui gagnent tout l'argent. Pourquoi? Parce que ça va pousser la personne en bas de la pyramide à améliorer son produit, à faire de la R&D et à investir. Alors que autrement, quand ça dérègle le marché. Exactement. Du coup, tu te retrouves avec des gars, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un bon produit, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un bon customer support, ils n'ont pas vraiment juste besoin d'un bon marketing. Juste bon marketing bourrin et préparateur de commandes à la caisse. Ça, c'est dommage. Donc voilà, moi j'ai cette possibilité, tu vois, de faire passer des dossiers dessus. Maintenant, je ne l'utilise pas pour des raisons qui me sont propres, mais surtout pour le fait que quand tu fais payer une personne avec le CPF, elle n'est pas autant engagée qu'une personne qui a payé avec ses fonds propres. C'est une réalité, c'est normal. Encore une fois, on revient au principe d'engagement, tu vois. Parfait. J'ai une personne dans mon équipe, il s'appelait Jacques. Jacques fait 5 000 € par mois en closing. Et Jacques, il a une copine. Et sa copine était dans la boulangerie, il me semble. Et elle avait du mal à… Voilà, pendant le Covid, c'était compliqué. Et voilà, je crois qu'elle avait perdu son job. Et c'était mis au setting, comme ça. Et c'est, du coup, on lui a filé accès à la formation. Elle a commencé 800 € par semaine. Ouais. C'est ça. Mais c'est 800 € par semaine. Je ne sais pas combien ça fait parce que je me rappelle de ce chiffre qu'elle m'a dit. C'est 800 € par semaine. J'ai Vincent, travaille chez Uber. Delivery. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 5 000 € par mois. Ouais. Il est passé de prendre 3,50 € de com par livraison. Charles, pareil. 4 000, 4 500 € par mois. Song, pareil. Regarde. Pareil, non pas pareil. Elle est sur du 2008, 3 000 € par mois. Regarde pour moi, le rapport entre temps investi et commission versée entre la plupart des closers et la plupart des setters, il est ouf parce que aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de pyramide, la plupart des closers dans la pyramide sur le marché francophone, ils vont prendre 100, 150 € de commission par vente. Il y a très peu de closers qui vont avoir des accès à des opportunités où ils vont prendre 800, 1000, 1200 € par vente. C'est haut du panier. Voilà, c'est haut du panier et il faut avoir un track record, il faut être un bon sales. Et tu dois commencer à 150, puis après voilà, le marché se règle. Le setter, il va faire 5 minutes d'appel. Il va prendre, par exemple, par rendez-vous généré, 10, 15 balles. Le mec, il génère 10 rendez-vous dans sa journée. Il prend 100 balles par jour. 150 € par jour. Ouais, voilà, il prend entre 100 et 150 € par jour. C'est littéralement. Mais c'est dingue. Hein. C'est je te jure que. Alors qu'il n'y a pas de performance. C'est-à-dire que du moment qu'il book l'école, il n'a pas forcément à se préoccuper de est-ce qu'il a été closé ou pas. Du coup, et en plus de ça, tu n'as pas besoin et en plus, il y a un scoop pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu fais du setting, lorsque tu fais du closing, tu dépends de tes performances et de ta capacité à closer les personnes. Okay. Mais lorsque tu fais du setting, tu réserves des appels pour la sales team. Et donc, du coup, étant donné que tu réserves des appels pour la sales team, donc il y a 3 ou 4 closers, en fait, tu auras des revenus qui seront assez constants. Pourquoi? Parce que tu vas prendre la moyenne
étant donné que nous, en tout cas, on paye nos closers par rapport au setter, si jamais ça a été closé. Et donc, du coup, en fait, si tu as un closer qui descend et qui passe de 30% de taux de conversion à 15%, mais tu as quand même les 3 autres qui vont continuer de générer des revenus. Et donc, du coup, ça lisse tes revenus. Tu n'es plus dépendant. Tu bookes tes appels, tu les envoies au closer. Les closers closent à 20-30%. Et toi, tu as des revenus qui sont constants. Mais pour être très honnête avec toi, moi, je pense que le parcours devrait être de d'abord commencer setter ou setter-closer, tu vois, avant d'avoir la chance d'être un standardiste Calendly très bien payé, tu vois, d'avoir des appels qui sont réservés dans ton agenda bien gentil que tu vas closer. Parce que pour moi, le setting, c'est une magnifique école, école de résilience, une magnifique… Et tu es bien payé, quoi. Ouais. Et en fait, c'est une magnifique école de la ténacité aussi. Parce que quand tu commences, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, tu as la boule au ventre. Tu as peur de passer des appels, etc. Mais il y a un moment où, quand tu as un frigo à remplir, tu vois, et quand tu dois manger, la peur, tu t'en bats les couilles. Tu appelles les gens. Tu as plus peur du frigo. Et en fait… C'est plus le frigo qui te fait peur. Ouais, voilà. Moi, souvent les gens me disent « Ouais, mais le setting, j'ai peur et tout, machin. Les gens, ils vont m'envoyer chier et tout. » Et alors, genre, c'est quoi le pire truc qui va t'arriver? C'est quoi le pire truc qui va t'arriver? Tu as une personne, elle n'est pas en face de toi. Elle t'aura oublié d'ici 5 minutes, Genre, et ça, pour avoir fait de la prospection physique, du porte-à-porte, etc., tu vois, c'est pas pareil. là, tu peux te prendre une gifle, tu vois. Donc là, c'est stressant. Là, si le gars, il est mal luné, il peut t'envoyer chier, il peut t'insulter. Tu sais, des fois, tu tombes sur des cramés, tu vois. Mais le setting téléphonique, il faut bien que les gens soient en mesure de comprendre que il n'y a rien à perdre. En plus, si tu travailles avec une bonne boîte qui a des bons CRM, qui fait des tags, qui fait des bons tags par rapport au lead scoring et tout ça, tu prends que la crème de la crème en termes d'appels. Non, franchement, le setting, pour moi, c'est une des manières les plus faciles et rapides de générer 2-3 000 euros. Comme je te disais, j'ai une commerciale qui fait setting et closing, du coup, sur la boîte dont je te parlais à Bordeaux. La nana, elle a le frigo à remplir. Combien elle a 2 enfants. Elle fait 7K par mois. 7 000 euros par mois. Ouais. 7 000 euros par mois. Elle set et elle close ses propres appels. Elle a commencé il y a de ça 1 an et demi, tu vois. Et quel job te permet, sans rien savoir, passer de 0 à 7 000 euros en 18 mois? Et de prendre de l'expérience aussi. Et de prendre de l'expérience. Tu es payé pour prendre de l'expérience. Et la nana, en fait, c'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus brillante. C'est juste qu'elle a la dalle. En fait, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants à nourrir. Elle a un frigo à remplir. Est-ce que tu crois que les Français ont la dalle? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que le Français moyen, non. Parce qu'il est bercé d'illusions. À partir de 6-7 ans, on commence à te bercer d'illusions. Quel travail tu veux faire plus tard, tu vois. Et si tu dis un peu un truc de fou, tu vois, on te renvoie les pieds sur terre, tu vois. Donc, le Français moyen, non. Le Français qui veut entreprendre, oui, mais, tu vois, c'est toujours ce oui, mais. C'est ce que je vois, par exemple, par rapport à d'autres pays francophones. Le Suisse francophone qui veut entreprendre, il n'a pas de limite. C'est comment? C'est pas voilà. C'est oui, comment je vais faire, tu vois. Comment on fait? Comment le on fait? Canadien francophone, le Canadien francophone qui veut entreprendre, le mec, il voit grand. Les gens qui regardent le plus, étant donné la proximité géographique, c'est des grandes Cardone, c'est des Danlock, des mecs comme ça. Donc les mecs, ils voient grand. Mais le français et le belge, c'est le français surtout. C'est Poutou. Voilà, c'est en mode. C'est quoi mon taux horaire? Combien je vais gagner? Ouais, c'est ça. Gros, voilà, va là-bas. Tu vois. Et donc, non, le français moyen pour moi n'a pas la dalle. Et encore, le gars qui veut entreprendre, il y a énormément de barrières mentales à briser pour un Français qui veut entreprendre. Personnellement, je n'ai pas eu à briser ces barrières parce que dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était marche ou crève. De toute façon, je faisais que ça et si ça marchait, ça marchait. Si ça ne marchait pas, je recommençais, tu vois. Ça a été pareil quand je me suis engagé dans l'armée, pareil pour tout. Et le gros problème, c'est la dalle, certes, mais c'est surtout la culture du travail. La culture du fait que il faut bosser, tu vois. Faut, à un moment donné, va jobber. Tu as vu tout à l'heure là, c'est un truc. J'ai recruté, tu me fais penser à un truc. J'ai recruté des vidéo éditeurs, donc des personnes qui vont monter les chaînes YouTube, les vidéos ads, tout ça. Et je recrute une fille de TF1. Okay. Et Smart, les ads propres.
Et moi, mes vidéos éditeurs, ils me shootent 15 ads par jour, tu vois. Et elle, 4 ads dans la journée, c'était beaucoup trop. Tu vois. T'as pas toqué à la bonne porte. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne veulent pas travailler. Beaucoup de gens ne sont pas réalistes par rapport à l'objectif qu'ils ont et l'input qu'ils veulent fournir. L'input, ce que tu vas donner à la fin de la journée, les calories que tu vas dépenser. Ouais. Par exemple, un closer qui me dit, je veux gagner, un setter qui veut gagner par exemple 5 000 € par mois. Et il va passer 5 appels par jour. Mec, c'est pas possible. Tu me fais 20 € divisé par 5 000. Ouais. Combien ça fait? On en revient à la base. Voilà, peu importe. Et ça, tu me le divises par 30. Voici les appels que tu dois passer tous les jours. Je veux dire, comment est-ce que vous pouvez imaginer des trucs et être aussi loin de la réalité et vous pensez qu'il va se passer quoi en fait? Ils sont pas logiques en fait. Décorrélés de la réalité. Ils sont pas logiques et il y a un problème aussi de rapidité. Moi, si je demande à un funnel builder de me faire un funnel, j'ai pas envie d'attendre 3 semaines. Tu vois. Et les gens, c'est des délais moyens. Genre, tu veux faire un site vitrine, un funnel ou quoi, les gens vont te dire c'est 2 semaines. Non, je le veux dans 72 heures max. Et après, on l'optimise. Est-ce que tu paies? Oui. Est-ce que tu paies cher? Ah oui. Ok. Bon, donc moi, quand je paie cher, j'ai pas envie qu'on me dise d'attendre, tu vois. Ouais, voilà. Donc, après, les gens aussi, je sais pas, je suis pas sûr que tu représentes la majorité des gens, mais les gens veulent pas cher et rapide. Tu vois, je vais te donner un ordre d'idée. C'est que, les gens vont prioriser combien ils vont gagner, mais pas ce qu'ils vont apporter ou ce qu'ils vont apprendre. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à travailler au black après mes heures de collège parce que je voulais avoir de l'argent de poche. Je ne voulais plus demander à mes parents de me donner de l'argent pour sortir 20 balles pour sortir. Je commençais à travailler au black. À 16 ans, donc je gagnais très peu d'argent. À 16 ans, je suis parti faire un apprentissage en cuisine. Je faisais 60-70 heures par semaine. J'étais payé 350 €. 352 €. Voilà. J'étais dans le bâtiment, je posais tes frigos dans tes cuisines et on était sous la même convention collective. Et j'étais dans le bâtiment avec des gars qui gagnaient 600-700 €, mais parce que j'étais en mode cuisiniste, je gagnais 352 € par mois pour 60-70 heures de travail. Je me suis jamais plaint de mon salaire. Je m'en battais les couilles. En fait, j'étais dans ma légende personnelle, dans ce que je voulais faire. Je voulais travailler. Je ne voulais pas être à l'école. Non. Non. Okay. Je l'ai pas. Il faut que je le lise. Ah bah oui, là. Et j'étais dans ma légende personnelle de… En fait, j'avais qu'un seul exemple dans ma vie, c'était mon père qui a toujours travaillé. Donc, ce que je voulais, c'était travailler. Quand j'étais en alternance, quand j'allais au collège, au lycée professionnel pour mon CAP, je n'avais aucun intérêt pour les cours. Je n'avais aucun intérêt pour tout ça. Pourtant, j'avais des bonnes notes, tout ça. Mais ce que je voulais, c'était travailler. Et je m'en foutais de combien je gagnais. Et ce qui comptait, c'était ce que j'apprenais. J'étais passionné par ce que je faisais. Et en fait, les gens oublient cette chose-là. C'est que avant de vouloir gagner de l'argent avec ta passion, avant de vouloir gagner beaucoup d'argent, essaye déjà d'amener beaucoup de résultats. D'avoir les compétences. Essaye déjà de te pousser au maximum de ce que tu peux faire. Et après, intéresse-toi à quelque chose qui te passionne. Après, intéresse-toi. Il y a une phrase qui est super intéressante de Andrew Tate qui dit en mode « Moi, je suis passionné par l'argent. » Et je partage cette vision des choses. Il dit en gros, moi, tu me donnes une pelle pour aller creuser et tu me dis que tu vas me payer 5 millions de dollars si je fais ça pendant un mois. Je suis passionné par la pelle. Ah ouais, c'est je suis passionné par creuser, tu vois. Ouais. Et en fait, ce que les gens, en revenir au français moyen, c'est qu'ils se posent la question de ce qu'ils aiment plutôt que la question de ce qu'ils doivent faire. C'est que si tu te mets à faire de l'argent, tu vas commencer à kiffer ce que tu fais. Ouais. Automatiquement. Exactement. Et tu vois, et c'est ça le problème, c'est parce que au fur et à mesure, tu es là, tu avances et ouais, c'est dommage pour eux. C'est ce que mon père m'a toujours dit quand j'étais plus jeune. 352 € quand même. Ce qui m'a bercé. 352 €. Mon père, quand il était jeune, dans le salariat, il était dans un domaine qui était très tendu. Il y avait plus d'offres, il y avait plus de demandes que d'offres. Et il faisait des contrôles dans les usines, etc. Donc c'est un métier très technique avec un diplôme que tu peux passer que dans certaines boîtes et tout. Et donc il y avait beaucoup de demandes, il faisait des déplacements et il gagnait bien sa vie. Tu vois, pour l'époque, il gagnait bien sa vie. Et il travaillait énormément. Et il m'a toujours dit, tu sais mon fils, en fait, que tu travailles,
que ce soit dur, que ça te fatigue, c'est normal. Mais la réalité, c'est que quand tu reçois ton chèque de paye, tout ça, tu l'oublies. Et tout dépend le montant. Voilà. Et en fait, dans le business, c'est ça le gros avantage, c'est que le montant, c'est toi qui es en capacité de le créer, c'est toi qui es en capacité de le décider, encore plus quand tu es closer, encore plus quand tu es setter. Je veux dire, aujourd'hui, le gars qui est bon closer, le gars qui a bon taux de conversion, etc., au début, c'est dur. Il faut trouver un infopreneur, il faut trouver des collabs, il faut faire ses preuves. Mais après, tu ne peux plus être pauvre. Quand tu as un track record, tu es autosuffisant. Quand tu as une personne qui parle de toi en bien… Tu as cassé le code, mec. Voilà, ça y est, tu es le A-player. Et on vire jamais un A-player. Ça n'existe pas. Le sales qui se permet d'arriver en retard aux réunions, le sales… En fait, je l'ai déjà viré. Voilà. Moi, j'en ai déjà viré des players. Parce Mais qu'en c'est fait, plus ils dur se à foutent de ma virer. gueule. Il y en a un qui se fout de ma gueule. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est du manque de respect. Ok. Tu vois. Mais le gars qui est un peu moins… Le gars qui est un peu flex, il arrive en retard aux réunions… Ouais. Mais il sort 80, 150 000 euros par mois. Bon. Le gars, il arrive torse nu aux appels d'équipe. Ouais, bon, mec, tu sors 100 K par mois. Chez nous, ça passe pas ça. Voilà, tu sors 100 K par mois. Bon, je vais pas te le dire de la même manière que la personne qui fait 15 K par mois. Tu vois, je vais dire, bon, en gros, écoute, mets un t-shirt. Surtout, tu casses pas les couilles. C'est ça le truc le plus important. Ouais. Tu casses pas les couilles, tu n'es pas là en train de poser des questions ridicules. Je dis souvent qu'il y a trois types de questions. Les premières questions, c'est les types de questions qui vont te faire virer. Les questions qui sont déjà dans le putain de Notion. Les questions qui peuvent être répondues sur Google ou sur ChatGPT. Maintenant, j'apprends à mes closers et j'apprends à mes students d'utiliser ChatGPT pour répondre à n'importe quelle question instantanément. Secondo, c'est les questions qui ne sont pas urgentes. Il faut vraiment arriver à faire une différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent, tu es sur un lien de paiement, tu envoies le lien de paiement est broken, il ne marche pas. Là, tu appelles ton sales manager et tu l'appelles et là, tu règles le problème. Un nouveau lien. Si c'est important, tu mets ça dans un Notion. Et en écrivant les problématiques, en général, 50% du temps, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est même pas une question qui mérite d'être répondue. Ouais. Parce que déjà, tu vas trouver la réponse juste en typant la réponse. Je vais te dire un truc. Et la troisième, c'est et quand tu fais ça, tu arrives avec toutes tes questions. Et là, tu arrives dans un appel qui est productif. Et en 5 minutes, tu adresses toutes les questions. Mais tu arrêtes de pinguer tout le monde à n'importe quel moment. C'est ce que j'allais te dire. Ça va t'énerver instant. Moi, le truc que je ne supporte plus, c'est les closers. Et j'ai pas de problème, je suis très très proche de mes équipes. J'essaye d'appeler tous les jours mes sales, prendre des nouvelles, etc. Mais c'est les sales qui m'appellent sans raison. Ils pensent que t'es leur pute, quoi. Je t'appelle quand… Et moi, les mecs, au bout d'un moment, je leur dis, mais je suis pas ton père, tu vois. C'est des fous, quoi. Je suis pas c'est ton des père, tarés, en fait. Ouais. Genre, mec, t'as toutes les réponses sur le putain de Notion. Ouais. Je suis pas ton père. Si tu m'appelles, c'est que, voilà, comme tu as dit, il y a un putain de lien. En fait, n'oublie pas que tu es un chef d'entreprise, tu es auto-entrepreneur, tu as ta propre entreprise et tu travailles avec un autre entrepreneur. Si jamais je travaille imagine travailler avec une agence et l'agence marketing t'appelle toutes les 5 minutes. Non mais oh. Voilà. C'est une dinguerie. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est à quel point est-ce que les gens sont capables de te prendre de l'énergie. Moi, c'est un truc que je refuse et ma vie a bien changé depuis que j'ai fait ça, c'est que je refuse que les gens me prennent de l'énergie pour aucune raison valable. Ouais, mais attention, c'est dans tout. C'est-à-dire que c'est au niveau professionnel, mais c'est aussi au niveau personnel. Pour moi, la barrière est très très fine, encore à l'heure actuelle. Mais quand je suis en train de travailler, ma femme n'a pas à me prendre d'énergie. Bien sûr. Sauf cas exceptionnel, ouais. Je n'ai pas forcément de discussion avec elle la journée. Alors, il y en a qui vont dire c'est triste. Non. Moi, je vais dire c'est nécessaire. Ouais, c'est clair. Tu vois. Mais pareil, c'est ce que je disais à Shane la dernière fois. Moi, ma petite, à chaque fois qu'elle a par exemple, tu sais, des fois, elle veut créer son drama. C'est important pour elle de créer du drame. Pour une femme, quoi. Pour une femme, voilà. Moi, j'ai créé des… T'es misogyne, hein? Un peu. J'ai créé des moments dans la semaine où elle peut créer des drames. C'est-à-dire que j'ai créé des moments où je dis, là, tu peux venir me casser les couilles. Prévisible. Ouais, c'est ça. Je me prépare, tu vois, du coup. Du coup, le gars, à 15h30, le lundi, il est là. Allez, c'est parti. C'est ça. On y va. Du coup, tu anticipes. Tu mets un petit bouquet, tu commandes un petit bouquet de fleurs, tu mets là et tu anticipes. Ouais. Oui. Tu réponds à l'objection avant même qu'elle intervienne. Tout est processé. Tu as pré-frame la chose. C'est ça. Donc du coup, le samedi soir, avant le repas… Il y a quelque chose qui me dit que cette phase, elle va être reprise dans un réel où on va se faire terminer. Mais le samedi, tu vois, voilà, pas super tard parce que du coup, je vais dormir quand même la tête libre, mais voilà, après le coucher du soleil, là, on peut venir discuter. Et ce que je lui fais faire, c'est que je lui fais écrire ce qu'elle veut me dire.
T'es un tortionnaire. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, une femme, si elle arrive avec ses émotions comme ça, Ouais. et elle va avoir une. Si elle arrive avec ses déteint. émotions comme ça, je vais détruire toutes ses objections et je vais lui montrer qu'en fait, c'est du bullshit. Et donc, du coup, le fait de clair. l'écrire, pareil que mes closers ou que mes setters, je leur ai fait écrire avant d'arriver avec ça. Et après, une fois qu'elle écrit, déjà, ça permet d'arriver avec un peu plus de frame et de précision par rapport à ce qu'elle veut. Et puis après, on a une conversation calme, posée, relaxée. Et puis on a une conversation productive. Et par contre, je lui donne 1 heure de mon temps. Et vu que les femmes aiment l'attention, je nourris ce besoin en même temps. Plutôt que de dire, elle arrive, ouais, pourquoi t'as pas fait ça? Ouais, tu réponds comme ça, elle va vite. Et en fait, c'était pas vraiment ce qu'elle voulait. Elle voulait simplement partager un moment avec toi et avoir l'impression d'être comprise et aimée. Donc, quand je comprends ça, je réponds à ça comme ça. Ouais, bien sûr. On revient au principe d'influence et manipulation. C'est super livre, mais effectivement, je pense que la gestion d'un couple, ça en a tué plus d'un dans leur business. La gestion des émotions, cette barrière très fine entre la vie perso et la vie pro pour beaucoup d'entrepreneurs, ça a tué beaucoup de couples. Ouais. Moi, l'interdiction de me dire que je travaille trop. C'est la première chose que je lui ai dit. Ah ouais, non, ça c'est impossible. Ça, tu ne peux pas me dire que je travaille trop. Si tu me dis ça, instantanément, t'es kick out du Slack, t'es kick out, je rigole. Ah, là-bas. T'es pas sur Slack, mais t'es automatiquement, on pourrait même faire un truc, bébé, je suis sur l'ordinateur, on pourrait même faire un espèce de réel où je suis en train de travailler, bébé, tu travailles trop, boum, il y a déjà les bagages devant la maison et je suis comme ça en train de… Moi, je vais dire un truc, hein, tu vois, toujours cette barrière entre la vie pro et la vie perso, mais moi, je sais que c'est le dimanche, le jour où, ok, je déconnecte, je prends un jour et je fais ce que je veux. Là, par exemple, on est à Bali. La semaine dernière, j'étais à Lila. Là, demain, je vais au Kempinski. Cool. C'est des jours où j'aime bien prendre des moments tranquilles dans des beaux endroits. Mais le truc, c'est que si la semaine, je ne me suis pas senti assez productif, si je n'ai pas atteint ce que je voulais atteindre, maintenant, je ne prends plus ce dimanche parce que si je le fais et que j'ai l'impression de ne pas le mériter, c'est une journée à dispute. Et même elle va avoir et du coup, tu peux la tourner en mode, ok, elle fait en sorte de rendre ta vie plus simple. Est-ce qu'elle travaille, ta copine? Ouais. Ok. Moi, elle travaille pas. Et fait le modèle, quoi. Elle est en train de se former au montage vidéo, la mienne. Ouais, bon. Tu vois, les femmes qui me disent je suis modèle, bon, tu travailles pas. La vérité, c'est que c'est pas un travail. Surtout pas celle à Bali. Enfin, voilà. Mais toutes les femmes sont modèles à Bali. Toutes les Russes sont modèles à Bali. Bref. Si c'était que ça. Ça se saurait, c'était… Si c'était que ça. De quoi? Si elles étaient que modèles, les Russes à Bali. Tu parlais des OnlyFans? Entre autres. Ouais. C'est des sacrés business. Elles sont dans le retainer, dans les business à retainer. C'est ça. Elles sont dans le closing. ABC always be closing. J'ai perdu mon fil, nevermind. Hein? Et j'ai perdu mon… Ah oui, voilà. Du coup, ça met les… du coup, je pense que tu peux te dire ça, le fait que si tu ne mérites pas du coup, ta semaine, donc, du coup, tu ne vas pas faire une activité qui est cool. Je pense que tu peux aussi lui en parler. Et donc, du coup, tu lui dis, écoute, voici mon objectif. Si j'atteins cet objectif, on arrive à ça et on va avoir cette activité. Et donc, du coup, elle aussi, elle est dans cette truc. Comment est-ce que je peux rendre la vie de mon mec beaucoup plus simple? Comment est-ce que je peux add value? Et comment je peux me mettre au petit sourire pour qu'il puisse réaliser son objectif? Et puis après, du coup, on va pouvoir kiffer ensemble. Et tu peux faire ça par semaine, mais tu peux faire ça par trimestre ou par année. Alors, attention, parce que ça, ce que tu dis, ça entre avec une certaine catégorie de femmes. Maintenant, si tu es avec… ta femme? Non, voilà. Moi, j'ai la chance justement de pas d'être avec une… Ça, pour moi, ça rentre dans une catégorie de femmes qui ne sont pas la plupart des femmes qu'on peut voir aujourd'hui, à moitié que je vois. Voilà, moi, à moitié féministe. Dans ma réalité, voilà. c'est que les femmes que je vois. Hier, on était avec les deux gars qu'on voit, et c'était rigolo parce que on est avec les deux gars, on commande à manger, et là, ta copine elle demande est-ce que vous voulez des œufs? Et le gars et ma copine dit ok, est-ce que elle lui prépare l'assiette, tu vois, c'est l'invité, ma copine elle est là, elle lui fait à manger, elle lui prépare son assiette, elle lui met… Voilà, elle le met bien, quoi. Et il y a une autre fille qui arrive, est-ce que tu veux des œufs? Et il était là en mode… il n'osait pas dire oui, est-ce que il n'osait pas. Et là, je regarde sa réaction, je fais, là, il a fait une erreur 404 parce que il dit qu'en fait, ça ne lui est jamais arrivé, ça ne lui arrive jamais d'une femme lui dise qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux manger? Il y avait 3 femmes, on était 4-5 mecs, il y avait 3-4 femmes.
qui étaient là à nos petits soins. Et c'est logique. Sauf et après, les femmes se mettent en compétition pour dire comment je peux add le plus de valeur. Comment est-ce que je peux faire ça et le mec, il était là en mode mec, et j'ai fait ça, c'est le secret avec les petites Russes. Regarde, le problème, il est où? Moi, c'est la chance que j'ai d'avoir j'ai une femme Quelle origine? Qui est française. Okay. Elle est née en Guadeloupe, donc elle a vécu toute sa vie aux Antilles. Okay. Et elle est à la moitié corse, mais elle a ce… Ça, non, il y a ce truc-là, je pense, là-bas. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'apparente pas le service à la servitude. Maintenant, tu prends la plupart des femmes françaises. C'est quoi la réalité des femmes françaises? C'est que elles sont féministes névrosées. Elles n'ont rien à offrir dans un couple. Absolument rien. Elles ont un cul en triangle inversé. Leurs meilleurs skills de cuisine, c'est faire des pâtes au ketchup. Ouais. Donc, instantanément, en fait, quand tu as une femme qui est au-dessus de ça, bah, tu le ressens. Ouais. Parce que la plupart des femmes en France, elles n'ont aucune ambition. Elles n'ont aucune ambition. Et quand elles sont avec un homme qui a de l'ambition, elles essaient de le rabaisser à leur niveau médiocre. Et ce que je te dis avec les femmes, avant que je passe pour un misogyne, parce que même si c'est une réalité, c'est dit peut-être maladroitement, mais c'est pareil pour les hommes. L'homme moyen français, ils ajoutent pas de valeur. Il fume de la beuh, il joue à chicha, à Fortnite, il joue à Fortnite ou à FIFA, et le soir, quand il rentre chez lui, il boit une bière. Il s'allume une super box comme ça devant la télé et devant la Ligue 1. Non, mais ça frérot, tu sers à rien. Ouais, c'est ça. T'es le niveau zéro de vie sur Terre, t'es pas plus important qu'un cafard, tu vois. Donc ça aussi, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que du coup, mais du coup, ces genres de gars espèrent avoir une femme qui va être au service. Et aussi, on parle de service, mais je bosse 12-14 heures par jour. J'ai 50 personnes dans ma team qui bossent minimum 10 heures par jour. Et moi aussi, je suis au service de son bien-être. Elle peut me demander quoi. Voilà. C'est all-in pour elle. J'ai des potes qui me demandent, parce que là, elle est en train de se former, elle est en train d'apprendre, elle travaille avec moi, etc. Est-ce que tu donnes un salaire? Pour le moment, non. Okay. Pour le moment, non. Moi, je verse un salaire. Je suis en train de lui apprendre comment faire les choses. Et je suis en train de lui apprendre à aller chercher ses clients. Je ne veux pas qu'elle ait de la facilité. Tu vois. Okay. Je veux que si elle lance son activité, c'est son objectif, qu'elle vive une certaine difficulté. Après, on verra. Mais tu vois, le truc qui est important, j'ai perdu mon fil, mais le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'avant ça, elle ne travaillait pas. Voilà, elle avait la chance. Moi, je lui donnais de l'argent, je lui permettais de vivre avec moi, etc. Et c'est sa volonté à elle de vouloir créer une activité, etc. Ok, donc ça vient d'elle. Et elle a la chance aussi, de par sa famille, de pouvoir avoir un petit peu d'argent, etc. Donc, et elle t'a toi. Voilà, et elle m'a moi. Donc, pas embêté. Et elle et moi, on sait pourquoi c'est comme ça. Parce que quand j'avais rien, quand j'étais au plus bas, elle m'a aidé alors que personne ne m'a aidé, même pas ma propre famille. Tu vois. Okay. Donc, c'est un juste retour des choses. Elle récupère les dividendes. Voilà. Maintenant, moi, quand j'ai commencé, que j'avais rien, elle me permettait, par exemple, pendant le premier confinement, d'être dans une maison en Corse, loin de toute la folie en France. C'est pas fou. En Corse, c'était open bar? C'était tranquille, tu vois, c'est la Corse. Comme d'habitude, c'est des dissidents, tu vois. Donc, elle a sa maison de famille là-bas. Elle me permet d'être là-bas avec elle, pas de loyer à payer, je peux me focus sur mon business. Au début, j'en avais besoin. Ouais. Donc en fait, pour moi, c'est ça aussi le couple. Tu payes back? Voilà, aujourd'hui, je paye back ça et je l'aide à créer son activité aussi, tu vois, c'est normal. La plupart des gens, quand je leur disais que ma femme ne travaillait pas et qu'aujourd'hui, c'est moi qui supporte les dépenses et c'est moi l'homme et c'est ce qui est normal, les gens font erreur 404. Quoi? Elle ne travaille pas? Mais… Genre, ma réalité, c'est pas ta réalité. En fait, mon monde, c'est pas ton monde. Pourquoi est-ce que tu voudrais que j'ai pas envie que ma femme soit vendeuse à Zara. Ouais, c'est clair. Pourquoi tu voudrais que ta femme travaille, genre, qu'elle ait dans un travail qu'elle n'aime pas, elle va se faire avoir un patron méprisant qui va dire quoi faire, quand le faire. Elle va arriver à la maison après son 35 heures, 40 heures par semaine, lessivée. Elle va avoir du stress, elle a ses cycles, elle va avoir son slip va être impacté. Une femme qui a, il me semble, un truc comme 1h30 de sommeil en moins, ça impacte de 23% sa libido. 23% de libido en moins pour une femme qui a 1h30 de sommeil en moins. 23%. Sur l'année, ça fait beaucoup. Étant donné que, voilà, après, stressée, toi, tu n'as pas ce que tu veux. Elle n'est pas aux petits oignons, aux petits soins pour toi. Ouais. Ça crée de la friction. Et puis, dans tous les cas, je suis bien plus efficient à générer du profit qu'elle. Parce que je suis bulle pour ça. J'étais bulle pour générer du profit. Donc, je ne vais pas demander à un tétard d'aller faire un 100 mètres, tu vois. C'est la même chose. Donc, après, si elle veut faire quelque chose qui lui tient à cœur, un projet qui lui tient à cœur, fucking do it. Mais pas la première KPI et n'essaie pas de m'impressionner avec le revenu. Parce que pour moi, ce n'est pas une data que je vais traquer.
Parce que tu vois, là, l'idée qu'elle a, et moi je la soutiens à 100% là-dedans, c'est qu'elle veut créer sa marque de maillot de bain. C'est son truc depuis gamine. Let's go. Et je lui dis, ok, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une activité de service dans un premier temps. Tu vas économiser de l'argent, tu vas accumuler cet argent. Et cet argent que tu auras gagné en travaillant et en faisant des choses smart, tu vas l'investir intelligemment pour créer ta marque. C'est pas de la daddy money que tu vas spend comme de la merde et tu vas faire n'importe quoi. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que… Putain, j'ai perdu mon fil. Ça va me revenir. Mais en tout cas, le truc français, c'est vrai qu'en général, les Français, il y a ce truc de « Ouais, mais t'es un pigeon si tu paies. » Je veux dire, moi, je vais à un repas, évidemment que je paye pour tout le monde. Mais je paye pour tout le monde pour tout le temps. À chaque fois que je vais à un repas, 9 fois sur 10, je rince pour tout le monde. On peut être 2, 3, 15, 30 personnes à manger, je paye pour tout le monde. Et quand je vais manger avec des potes, c'est un honneur de payer. Il y a ce truc d'en fait, non, il a payé, c'est un pigeon, il doit faire ça, c'est un pigeon. Exactement. Alors qu'en fait, vous n'êtes juste pas dans l'abondance. En fait, c'est juste que pour vous, l'argent ne veut plus rien dire à un niveau. C'est-à-dire, le resto, il coûte quoi? 400 balles? Bon, ok, vas-y, claque. C'est comme… Est-ce que ça va changer Et je préfère faire ça plutôt que de dire, de répondre à des Ace Mat à 5 minutes. Tu vois, ça fait plus sens. C'est plus le truc qui me fait chier, c'est plus le Ace Mat à 5 minutes, parce que 5 minutes fois 350, ça fait beaucoup, plutôt que lâcher 350 € ou 400 € pour un repas, alors que j'ai passé un bon moment avec des personnes. Et surtout, quand on a passé un bon moment, la dernière chose que tu veux, c'est venir avec, à la fin de l'appel, oh, c'est combien toi, t'as pris deux verres de vin. Je trouve ça totalement controversé, le fait de partager un moment où on partage un repas. Je pense que on se met autour du feu, on mange ensemble. C'est le truc le plus ancien que l'humanité a connu. On est là, on partage générosité. Et après, on est là, t'as pris quoi? Mais moins ça. Il y a même des applications qui te disent comment, tu vois, pour split l'argent. Mais allez, va te faire foutre. Ne va pas, n'invite personne si t'as pas l'argent. Je pense qu'on est pareil sur ça. La première fois que je t'ai rencontré, c'est ce qui m'a marqué. On cultive le fait d'avoir un petit cercle, tu vois. Et en fait, moi, le fait de cultiver ce truc d'avoir un petit cercle, c'est ce qui fait que quand je vais au restaurant avec des gens aussi, j'aime payer. Pourquoi? Parce que ces gens avec qui je vais au resto, c'est des gens à qui, oui, je paye, mais ça va me revenir. Parce que ces gens-là, on va faire du business ensemble. Parce que ces gens-là, moi, je vais investir en eux, eux vont investir en moi. Et en fait, l'argent, il tourne. Et ça, c'est une discussion que j'avais avec Théophile et on en a parlé pendant des heures. Ouais, pendant des heures, on en a parlé sur le fait que si tu fais en sorte que ton argent circule, chaque dépense est un investissement. Exactement. Je sais que aujourd'hui, Théophile, c'est un de mes mentors, c'est quelqu'un que j'estime énormément, mais c'est un gros spender en boîte de nuit, tu vois. Et en fait, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Parce qu'à chaque fois qu'il va en boîte de nuit, il y va avec des personnes avec qui il peut faire du business. Dans des clubs où il va avoir un traitement bien au-dessus des clubs qui ne pourraient pas le connaître. Et donc, en fait, ça va tourner. Un club où il a un bon traitement, il amène des personnes avec qui il peut faire du business, il passe un bon moment, tout le monde gagne de l'argent, même s'il a dépensé. Et en fait, je pense que c'est exactement ce que tu dis. Payer 420 à la resto pour ton petit cercle, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie, tu vois. Et si ça change ta vie, c'est que tu ne dois pas être au resto. C'est que tu n'es pas censé avoir le droit d'être au resto. Tu vas t'intégrer dans ta chambre et va travailler. Ça, c'est de la même façon que moi, tous les gens que j'accompagne, je leur dis, genre, mec, tant que tu ne gagnes pas minimum 8 à 10 000 € par mois, je ne vais pas avoir une story de toi en boîte de nuit. C'est-à-dire que si tu vas en boîte de nuit, il vaut mieux pas que tu mettes une story, tu vois. Parce que tant que tu ne gagnes pas 8-10 000 € par mois, tu n'as rien à fêter en fait. Tu n'as rien à fêter. Tu n'as rien foutu. Tu vois. Donc, mais c'est clair. Mais c'est comme, tu vois, et on peut parler un peu plus de ça, de faire circuler l'argent. Parce que c'est vraiment un truc que tu as au début, tu es en mode d'économiser. Mais tu ne comprends pas que l'argent, c'est un flux. Tu es en train d'économiser quelque chose que d'autres personnes sont en train d'imprimer. Complètement. Moi, je pense que… Non, mais assis-toi une minute sur ça. Ouais. Je pense qu'au début, c'est important. De quoi? De prendre de la trésor pour pouvoir la réinvestir. Mais écoute ce que je viens de dire. Tu vois. Des personnes économisent. Bien sûr. Quelque chose que d'autres personnes impriment. Perd de la valeur. Ça n'a pas de sens. Non. Ok, donc évidemment, il faut 4-5 000 €. Après, tu commences à sortir. Mais le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'était que, un exemple que je donnais, partir dans des endroits comme celui-ci, même si tu n'as pas d'argent. Partir dans un hôtel 5 étoiles et prendre un café à 10 €. Juste pour voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans d'autres réalités, qui arrivent avec toute la famille, de papa, maman, 3 enfants,
tous en valise élevée. On a pour 150 000 euros juste de bagues, d'habits et tout ça. Et tu te dis, mais en fait, là, la chambre, elle a 2 000 euros. Les gens, ils arrivent, ils vivent. Il y en a qui vivent au mois là-dedans. Et en fait, ça t'ouvre à des nouvelles perspectives. Ouais, exactement. Et tu vois qu'en fait, il y a 5 trillions qui s'échangent chaque jour. Exactement. Tu n'es pas là avec tes 1 000 euros, il faut que j'économise, pendant que d'autres personnes sont en train d'imprimer cet argent. Et tu crées une nouvelle réalité. Et tu crées une nouvelle réalité. Et donc, du coup, ton truc, c'est OK, comment je fais pour capter ne serait-ce que 100 euros par jour? Et surtout, quand tu vas dans ces endroits-là et que tu vois ces choses-là, si tu n'es pas un gilet jaune, tu vois, ça te donne envie d'avoir les mêmes choses. Ouais, La première fois que j'ai été dans un hôtel 5 étoiles, j'étais broke as fuck. Mais quand j'en suis ressorti, je me rappelle, j'ai pris un thé et un café. C'était au Crillon à Paris. J'avais pris un thé et un gâteau. Un petit café dans le Crillon. Et quand je suis ressorti de là, je me suis dit, mais putain, c'est ça la vie que je veux, tu vois. Pareil, la première fois que j'ai loué une voiture assez bien en location, j'avais loué une petite Mercedes, pas KMG, machin, tu vois. J'ai conduit ça, tu vois, sentir l'odeur du cuir, voir l'intérieur de la… Je me suis dit, mais putain, je veux ça, tu vois. C'est ce à quoi ça doit ressembler. Et en fait, quand tu vis ces choses-là, quand tu vis ces expériences qui te coûtent de l'argent, derrière, si tu as un ego, si tu as envie d'avancer, bah, ces choses-là te donnent envie de faire plus. Carrément. Et tu te dis, ok, c'est quoi la chose la plus importante et urgente que je dois faire pour pouvoir prendre une putain de nuit d'hôtel à 3 000 balles dans cet hôtel-là, tu vois. Et est-ce que vous vous rendez compte d'une chambre d'hôtel à 3 000 euros? C'est pas concevable pour le français moyen. Ouais, c'est comme faire un restaurant à 1 000 balles, tu vois. C'est plus que son salaire moyen. Vous vous rendez compte qu'il y en a qui font j'ai mon pote là, la chambre, elle est à 2 500 euros par nuit, 2 000 à 2 500 euros par nuit. Il vit là depuis 6 mois, les gars. Ouais. Ça fait 6 mois qu'il est là. Est-ce que tu te rends compte, le mec, il crame 30, 40 000 euros, plus même, parce que je crois qu'ils lui ont fait un discount. Là, ça va être autour de 40 000 euros par mois. C'est son loyer. Tu comptes pas la nourriture, tu comptes pas le reste. Ouais, as simple. Donc le mec, il dépense entre 60 et 80 000 euros par mois. C'est son rythme de croisière. Il est à l'aise. Ça, c'est normal pour lui. Donc tu comprends bien, ça c'est un tip que je vais vous donner. Dans un monde. Attends, j'ai un truc à dire important. Là, tu comprends bien que lorsque évidemment, moi je dépense pas 80 000 euros par mois, mais lorsque je parle avec cette personne-là, parce qu'on a un petit peu le même business model, lui c'est aux États-Unis, il a des business en Néerlande aussi, et on parle. Mais quand je parle, évidemment, je comprends, je sais comment parler à des personnes qui sont un step ou 2 steps au-dessus de moi. Ok? Donc j'ai une manière de parler. Hier, il y a une manière en fait de discuter avec les gens. Parce que faire attention à un point, parce que lorsque tu as ton environnement, ok, tu es là où tu es aujourd'hui. Le but, c'est de changer ta première réalité, de changer comment tu penses, de changer l'attitude, de changer ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu dis. Une fois que tu as changé ça, on peut le changer en 3 jours, hein, c'est pas long. Une fois que tu as fait ça, tu dois voir, donc ça c'est ton groupe, ça c'est ton nouveau groupe d'appartenance. Maintenant, ce qu'on va faire, on va identifier ton prochain groupe de référence. Donc, tu as là où tu veux aller. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu vas aller dans des hôtels 5 étoiles, boire un café. Qu'est-ce que cette personne qui, dans 3 ans, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Donc, tu identifies ce point-là. Et donc, du coup, voilà, tu es cette personne-là. Et donc, après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des allers-retours. Mais lorsque tu vas faire des allers-retours au Georges V, à l'hôtel Kempinski ou dans cet hôtel 5 étoiles, il y a un truc super important. Tu dois arriver à être un caméléon. Tu dois arriver à… Lorsque tu arrives, tu ne parais pas pour un clown. J'ai fait un podcast et vous allez voir avec 2 gars, c'est des amis, je les adore. Et c'est un feedback que j'ai donné. C'est-à-dire qu'en fait, ça se voit que les gars, vous ne faites pas encore suffisamment d'oseille. Et ça se voit qu'il y a un dérèglement. Ça se voit que tu es un ovni encore. Tu arrives avec un polo, tu croises les bras tout le temps. Il y a un truc, il y a un syndrome de l'imposteur. Et ça, moi, je le vois direct. Et les gars comme ça qui pèsent, on le voit. Et j'ai pas besoin d'arriver avec une montre pour te dire que je fais de l'argent. Et c'est le truc du nouveau riche. Le syndrome du nouveau riche qui arrive, qui veut impressionner, qui est là. J'ai une montre. Hein. C'est ça. Fais attention à ce que tu dis. Hein. J'ai une montre. Hein. Fais attention à ce que tu dis. Macron aussi a une montre. Cache la montre. Je fais quoi? Je fais comme Macron, je l'enlève. Cache la montre. Mais du coup, tu vois, il y a ce truc en fait que si moi je vais parler à mon pote là qui a, évidemment, je crois qu'il a pour 400 000 euros de montre. Il les a montrées d'enfant. Mais par contre, quand on parle, on va au resto, il a pas. Donc il y a ce truc vraiment, faites vraiment attention à ça. Ne pas paraître pour des clowns. Ne pas essayer d'impressionner.
Et la manière de m'impressionner, c'est de montrer vos process, de montrer votre attitude, l'attitude que vous avez, votre éthique de travail, les process que vous avez montés, la team que vous avez. Si tu me dis que j'ai 30 ou 50, 100 personnes dans ta team, j'ai pas besoin d'être un génie pour comprendre que tu masses. Hyper intéressant ce que tu dis. Dans le sens de team, de process et de scale is the new flex, tu vois. C'est pas une montre qui va. Une montre, c'est un asset, ok, mais. Tu veux que je te dise, pour moi, la chose qui fait le plus de sens, c'est peut-être une des choses que je regarde le plus. C'est oui, je pense qu'il faut être un caméléon. Oui, je pense qu'il faut vouloir changer de pièce et se connecter à des personnes qui font plus que soi pour comprendre comment faire plus et comprendre comment se mettre sur la même énergie. Par contre, ce qui, pour moi, vraiment, c'est rédhibitoire et c'est quelque chose que quand je le vois, ça m'énerve, c'est le manque d'humilité. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir… Ça se neste dans ce que je viens de dire. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, quand je vais voir une personne et que je sais qu'elle fait plus que moi, je ne vais pas me comporter comme si je faisais autant qu'elle. Parce que ça se voit, ça se ressent et il n'y a rien de plus énervant, quoi qu'on en dise, pour quelqu'un qui a un ego, qui fait beaucoup d'argent, de voir une personne qui ne fait pas autant de lui, la personne ouvrir sa gueule, tu vois. Donc, ça, c'est dans la loi du pouvoir, tu as lu voilà. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. Ce livre, c'est une master fucking piece. Ouais. Tout le monde devrait lire Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et moi, ce que je pense, c'est que, voilà, faut… Attention, l'humilité, c'est une bonne chose. La fausse humilité, c'est une très mauvaise chose. Quand quelqu'un te fait un compliment, quand quelqu'un te dit « t'as bien bossé », etc., commence pas à dire « ouais, bon, ça va, j'aurais pu faire mieux ». Ferme ta gueule, accepte-le. Merci. Ouais, c'est clair. Merci, je vais travailler encore plus dur. Ouais. Et en fait, déjà, la fausse humilité, ça, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Maintenant, la deuxième chose, c'est les gens qui ne savent pas rester à leur place. Ça, en fait, on a tous une place, on a tous un endroit où on doit être à un instant T. Rien ne nous empêche de bouger à l'endroit du dessus ou à l'endroit du dessous. Mais ce qui est le plus énervant, c'est que c'est les gens qui ne restent pas à leur place et qui n'ont pas ce qu'il faut pour aller à la place du dessus. C'est, mec, si t'es le plus broc de la pièce, si t'es le moins intelligent de la pièce, c'est pas grave. Le tout, c'est de le savoir et de travailler dessus. Par contre, si tu arrives, tu joues des épaules, tu roules des mécaniques, tu parles comme un mec qui fait des millions alors qu'en fait, tu fais rien du tout, ça sert à rien, tu vois. Et ça, c'est ce que… Je peux pas savoir le nombre d'entrepreneurs que je vois comme ça. Ça, c'est ce que ma femme m'expliquait. Voilà. C'est ce que ma femme J'ai même pas envie de leur donner des closers, tu vois. Je vais donner des closers à tes compétiteurs. C'est ce qu'on va faire plutôt. C'est ce que ma femme expliquait à une copine à elle. Elle disait, sa copine, elle disait, mais putain, elle a été avec un entrepreneur, un gars sur Bali et tout. C'est ultra vrai sur le marché français, en fait. Ouais, elle était avec un entrepreneur sur le marché français et bon, elle est plus avec lui et tout. Et elle dit à ma copine, elle dit, mais putain, ils montent tous sur leurs chiffres et tout, c'est tous faux. Donc, les nanas se rendent compte de ça, tu vois. Ils montent tous sur leurs chiffres, machin, parce que c'est normal, c'est celles qui sont… Elles les voient, les finances, tu vois. Et elle lui dit, mais ton mec, du coup, il ment sur ses chiffres ou pas? Et elle dit, bah non, mon mec, son problème, c'est justement ça. C'est qu'en fait, il est humble, il arrive en face des gens, et s'il fait moins qu'eux, les gens le savent. Ouais. Et au moins, il n'y a pas de surprise. Et en fait, déjà, dans l'une des lois des pouvoirs, c'est ultra important, il le dit, lorsque tu as une personne qui fait plus ou qui est au-dessus de toi, il faut vraiment lui montrer. Et si tu ne lui montres pas, la personne… Sans être un suceur. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Sans être en mode, ah ouais, t'es trop fort. Ouais, ça. Ah ouais, c'est trop bien. Oh ouais, 50K par mois. Ouais. Oh, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Mais il faut être capable de montrer du respect et de ne pas mentir, de rester à sa place. Encore plus parce que quand tu fais ça, quand tu sais te comporter comme ça, les gens vont te respecter. Parce qu'il y a un gros Parce qu'on sait tous que France, pour une personne qui arrive à 500 ou 1 million par mois, on sait tous que c'est qu'une question de temps. Si la personne a la bonne attitude, tu peux tout lui faire faire. Je peux voir du potentiel à toi. Je comprends. J'ai aucun doute sur ta capacité à passer 200-300 cas par mois si on se revoit d'ici 12 mois. Tu veux que je te dise une chose qui m'a fait perdre des amis dans le monde, des connaissances dans le monde du business? C'est con, hein, mais la fois de ma vie où j'ai été le plus broc, vraiment, j'avais tout perdu. J'étais retombé à zéro. Et c'est il n'y a pas si longtemps. C'était en milieu d'année dernière. Tu vois. J'ai tout perdu. Je suis retombé à zéro. J'avais fait de la merde. J'allais trop souvent en boîte de nuit avec Théophile. J'allais spend et tout. Quelque part, j'en avais besoin, mais j'ai mal géré. J'ai eu un petit redressement au niveau des impôts. M'ont tout prélevé. Bon, j'ai tout perdu. Tu es un entrepreneur, tu te refais. Mais moi, je le disais ouvertement aux gens autour de moi. Je suis broc. J'ai tout perdu. Je mentais pas sur mes chiffres, tu vois. Et j'ai perdu des gens autour de moi.
avec ça, tu vois. Et je n'étais pas négatif. Je disais pas, ouais, putain, la vie c'est de la merde, je suis broke, j'ai tout perdu. Et en fait, il y a les mauvaises personnes qui ont commencé à ne plus montrer d'intérêt en ma personne. En fait, je suis content d'avoir perdu ces gens-là, tu vois. Ouais. Et alors que ça peut arriver à tout le monde de tout perdre. C'est un putain de complexe que les gens ont en France. Il faut être capable de dire quand tu es au fond du trou, il faut être capable de le dire. Quand tu es en haut, il faut être capable de le faire comprendre. Tu vois, et chercher à toujours apprendre. Mais encore une fois, on est en France et ce n'est pas glorifié le fait de tout perdre. Tu parles avec n'importe quelle personne externe à la France, même en Suisse, c'est un rite de passage d'avoir tout perdu au moins une fois. J'en parlais avec Théophile. Pareil, pourtant, il a monté des très beaux business. Aujourd'hui, voilà, il a presque même plus besoin de travailler, mais il est passé par là aussi. Et je pense que tu es passé par là. Je pense que 2 fois. On passe tous au moins une fois par là. Et en fait, c'est là aussi qu'on voit ta capacité ou non à te relever, ta capacité ou pas à être un homme, à être quelqu'un qui est capable d'aller chercher toujours plus. Tu vois, ça, c'est une des choses qui m'énerve le plus, mais j'en veux pas aux gens de me le dire parce que je peux le comprendre. Ces gens me disent, oui, tu as fait l'armée, donc tu es un mec discipliné. Et en fait, j'explique à chaque fois que oui, l'armée, c'est bien, ça t'apprend la discipline, ça t'apprend à la maximiser, etc. Mais voilà, je n'ai pas attendu l'armée pour être discipliné. Tu vas voir le parallèle que je vais faire avec ce qu'on était en train de dire. Je n'ai pas attendu l'armée pour être discipliné et l'armée, par moments, m'a plus dégoûté de la discipline parce que c'était tu fais les choses même s'il n'y a pas d'explication. C'est bête et méchant. Par contre, le truc que m'a appris l'armée, et ça c'est quelque chose que je dis à chaque fois, c'est à toujours trouver des solutions, toujours t'adapter, toujours te relever. La phrase que tu entends le plus à l'armée avec tes chefs, etc., c'est « ne fais pas en sorte que tes problèmes deviennent les miens ». Donc en fait, tu es toujours en train de trouver des solutions. Ça, tu vois je ne savais pas ça, parce que ça c'est la phrase que je dis le plus. Tu vois, et en fait, quand tu sors de cette mentalité-là à l'armée où tu es toujours en train de te débrouiller, toujours en train de trouver des solutions, ça se remet très bien dans le business. Non, mais c'est des mental models. Quand ton plus gros client doit te payer et que toi, tu as des commissions à payer derrière et que tu ne peux pas payer tes sales, ok, ça va être quoi ta solution? Comment tu vas trouver l'argent, tu vois? Et en fait, c'est toujours ça. C'est toujours une quête de comment est-ce que tu vas trouver la prochaine solution. Comment est-ce que tu vas t'arranger? Comment à chaque problème, tu vas t'adapter. Et ouais, je pense que c'est une base de tout et c'est ce qui pour moi caractérise un entrepreneur qui fait les choses. Tu vois. Cool. Yes, mate. C'était mon petit podcast. Ouais, franchement, c'était bien marrant. Il y a des bonnes punchlines là qui vont sortir. Ouais. Tu veux laisser ton Instagram ou un truc? C'est quoi ton Insta? C'est romain.gzn. Ok. Et puis, ceux qui m'auront sur Instagram me trouveront sur Twitter. Ok. C'est là où… tu montreras, je me suis pas mis encore sur Twitter. Ah ouais? Je devrais. Ah, écoute, je devrais tout faire. Hein. Ça, mais bon, ça collerait bien avec la personne que tu es. Ouais, bon, on verra. Mais c'est clair qu'on ne peut pas être partout, mais c'est clair qu'on prendra je pense qu'on prendra les Reels ou les TikTok ou les trucs qui partent le plus et on les transcrira en Twitter ou l'inverse. Le souci, c'est qu'il y a plein de choses que j'ai fait sur Instagram qui ont été strike et qui n'ont jamais été strike sur Twitter. Ok. Donc, non, mais Instagram, Twitter, c'est le Far West. On sait tous, Musk, il en a absolument rien à foutre. Thank you, guys. Ouais, avec plaisir. Peace.